Mesdames, Messieurs, bonsoir sur ce plateau pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans la guerre actuelle entre la coalition israélo-américaine et l'Iran. Gallagher Fenwick, Gallagher, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Sophia Amara, bonsoir. Bonsoir Anne. Spécialiste du Moyen-Orient, on est content de vous avoir. Vincent Crouzet, bonsoir Vincent. Vous êtes expert en renseignement, écrivain. Vous avez écrit ce livre que j'ai lu, qui est très intéressant, fascinant, qui se lit très vite. Parce que justement, il est très prenant. Le jour où je suis devenu espion. Amiral Coldefi, Alain Coldefi, bonsoir. Vous êtes ancien inspecteur général des armées. Merci d'être là ce soir. Ulrich Bouna, bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique. Et Sylvie Berman, bonsoir Sylvie. Vous êtes ancien ambassadeur de France, entre autres en Russie. Ce soir, au 36e jour de la guerre, l'actualité est marquée par, avant tout, cette frappe iranienne sur Israël. On l'écoute, c'était ce matin. C'était un missile en pleine rue, puisqu'on le voit là, à Kiryat Shmona, à la frontière avec le Liban. Amiral, ce qui est impressionnant, c'est le fait que ça soit effectivement en pleine ville. Donc là, on est au nord d'Israël, donc au sud du Liban. C'est sans doute, c'est un missile qui nous est dit, un missile iranien, mais qui est peut-être lancé par les milices du Hezbollah. Alors on voit pas la taille des dégâts qui ont été faits. C'est clair que là, on est une zone charnière puisque tout le sud Liban est revendiqué par Israël pour des raisons de sécurité. Donc je pense que le lieu n'est pas innocent dans cette attaque. Je pense pas on voit pas de blessés. C'est plutôt je dirais le symbole et puis le fait que Israël peut être attaqué et touché à n'importe quel moment et n'importe où. Oui. Et en même temps, il y a eu bien sûr des frappes américano-israéliennes côté iranien, bien sûr, sur la centrale nucléaire civile iranienne de Bushehr. C'est la 4e fois que cela se produit en 3 semaines. C'est donc assez important pour être noté. Ça a provoqué un mort, d'ailleurs, un mort qui est un garde de sécurité de cette usine, de cette centrale nucléaire. Et ça a surtout provoqué l'exfiltration très rapide, quelques minutes, une vingtaine de minutes après cette frappe, de près de 200 personnes, c'est-à-dire des employés russes, puisqu'il y a encore près de 200 personnes russes qui travaillent dans cette centrale. Écoutons ce qu'en a dit justement le directeur de Rosatom, la structure nucléaire russe. La situation à Bushehr ne s'apaise pas. Nous détectons des explosions à quelques centaines de mètres seulement, entre 700 et 900 mètres de la zone résidentielle. Il est clair que le conflit s'intensifie, ce qui naturellement est source de graves inquiétudes. Nous nous préparons à une dernière vague d'évacuation de grande ampleur cette semaine. Plus de 200 personnes doivent quitter le site de Bushehr. Sylvie Berman, effectivement, il faut le souligner, les Russes travaillent encore dans cette centrale nucléaire iranienne. Oui, tout à fait. Bushehr, justement, ça avait été la solution apportée à la négociation sur le nucléaire iranien, c'est-à-dire l'autorisation d'avoir une centrale civile, et effectivement qui a été construite par Rosatom, et c'est Rosatom également qui fournissait l'uranium enrichi et récupérait l'uranium qui avait été utilisé. Là, il y avait une nouvelle tranche qui était en construction. Oui. Et alors, cela dit, ce qu'on sait, c'est que les Russes s'apprêtaient, c'est pour ça qu'ils ont pu le faire aussi vite, déjà à évacuer, parce qu'il y a eu plusieurs frappes sur le périmètre de la centrale, pas sur la centrale elle-même. Oui. Et il y a eu également une autre frappe aujourd'hui de la coalition américano-israélienne en Iran. C'est sur une usine pétrochimique iranienne, une usine pétrochimique de Mashhad. Donc, c'est proche de l'Irak et non loin de la zone certes immense dans laquelle se concentre
concentre encore les opérations de sauvetage de ce pilote américain. Nous sommes au 2e jour de ces opérations de sauvetage. Elles continuent, elles sont toujours en cours. Et d'ailleurs, Donald Trump, le président américain, reste toujours absolument mutique sur le sujet. En revanche, il reste obsédé par le détroit d'Ormuz et la reddition potentielle de l'Iran. Voici ce qu'il a posté ce matin quand il s'est réveillé. Et d'ailleurs, les Iraniens ont immédiatement réagi. Mais lisons d'abord ce qu'a dit Donald Trump. Voici ce qu'il a écrit. Vous vous souvenez, quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord, ouvrir le détroit d'Ormuz, le temps presse. Il ne reste que 48 heures avant que l'enfer ne s'abatte sur eux, donc sur les Iraniens. Et on l'apprend à l'instant, les forces armées iraniennes viennent de refuser cet ultimatum de Donald Trump. Galgar Fenwick, c'est un paradoxe. Il y a donc un grand fossé entre ce à quoi nous a habitués Donald Trump, c'est-à-dire parler sur tout et sur tous les sujets. Là, il ne dit rien sur un sujet essentiel, puisque les opérations de sauvetage sont en cours, et il se concentre sur les racines du mal, du problème, c'est-à-dire Ormuz, et sa rage que Ormuz soit toujours fermé. Non, effectivement, sa frustration et son impuissance à résoudre cela, alors que les États-Unis et Israël frappent durement non pas le régime, mais tout l'Iran en ce moment. Je ne vois pas à quoi les frappes, les 4e contre la centrale de Bushehr ou sur les universités ou sur les ponts, oui, ou sur les usines. On va y venir plus tard sur ces frappes. Peuvent apporter. Par ailleurs, j'entendais tout à l'heure, et j'ai trouvé l'expression assez juste de Bruno Tertrais, qui disait que le soir, quand il a du mal à trouver le sommeil, il compte le nombre de fois que Donald Trump a lancé des ultimatums, que ce soit sur le dossier russo-ukrainien ou sur le dossier iranien. Donc un ultimatum de plus, sachant qu'il a déjà repoussé celui-ci, en l'occurrence, je crois, 2 ou 3 fois, c'est une manifestation supplémentaire de son impuissance et qui va, et ça c'est très inquiétant, croissante, puisque le sujet qu'on n'a toujours pas abordé, c'est que ce dont il ne parle pas, c'est ce malheureux soldat américain qui ne vous inquiétez pas, on va l'aborder. On va même y venir dans le détail. Mais là, on est en train de faire une introduction pour poser le contexte. Elle est fort bien faite. Non, j'allais dire que ces 48 heures données par Donald Trump sont peut-être une réponse très publique aux 48 heures données à Donald Trump par le régime iranien, qui pourrait, c'est pure hypothèse, donc qui n'a que peu de valeur de ma part, détenir ce soldat américain et qui serait en train de dire à Donald Trump, vous avez 48 heures pour mettre fin à vos opérations, sinon on le montre au grand public et vous aurez cela à gérer. La possibilité de l'humiliation, effectivement, est totale. Et bien sûr, on va y revenir dans le détail. Mais écoutons, puisque vous me lancez la perche, Gallagher, dans la pratique, comment Donald Trump se contredit. Voici ce qu'il avait dit mercredi. Et c'est quand même pratiquement sa dernière apparition, parce que depuis ces opérations de sauvetage et ce désastre qui a eu lieu hier, vendredi, avec la perte de ces 2 avions américains, Donald Trump n'est pas réapparu en public. Mercredi, il était à la Maison-Blanche, et voici ce qu'il disait justement sur ce sujet. Nous n'importons presque pas de pétrole à travers le détroit d'Ormuz et nous n'allons pas le faire. Nous n'en avons pas besoin. Il y a des pays dans le monde qui reçoivent la circulation du pétrole de par le détroit d'Ormuz et c'est eux qui doivent s'en occuper, c'est eux qui doivent s'occuper de ce détroit. Et nous leur proposons une chose, c'est d'acheter du pétrole aux États-Unis et de prendre leur courage à deux mains, d'aller au détroit d'Ormuz et de le prendre. Ulrich Bouna, écoutez, il a le mérite d'une certaine franchise, c'est-à-dire que quand, au détour de ce commentaire, il dit que finalement, il vaudrait mieux que tout le monde achète du pétrole et du gaz naturel liquéfié américain, là, on sait pour qui il roule. Oui, et puis c'est comme quand il dit que finalement, en gros, l'or noir iranien est à portée de main et qu'il suffirait de se baisser pour le prendre. Donc il y a effectivement, des fois, il est extrêmement transparent sur ce qu'il dit, il est même très franc, presque trop parfois. C'est assez frappant. Mais par contre, ce qui est effectivement, là où son discours effectivement se heurte au mur de la réalité, c'est que les marchés pétroliers fonctionnent pas comme ça. En fait, c'est pas parce que effectivement les Américains sont le premier producteur mondial d'or noir, ça c'est une réalité, et qu'ils ont plus ou moins mis la main sur des réserves vénézuéliennes. C'est pas pour ça
que le prix du baril augmente pas non plus aux États-Unis. Donc en fait, il a une espèce de contradiction interne où effectivement les États-Unis ne dépendent absolument pas du détroit d'Ormuz, mais les conséquences mondiales de la fermeture en tout cas on va dire de la granularité désormais extrêmement fine du passage des navires dans le détroit d'Ormuz fait que ça impacte directement l'économie américaine, et ça il le sait. Alors écoutons justement la réaction iranienne, parce que si on est pour le moment, en tout cas depuis hier, dans une espèce de perplexité, de sidération et donc de silence de la part des Américains, côté iranien en revanche, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'expressions publiques, notamment par l'intermédiaire de ce porte-parole du commandant central de l'armée. On l'écoute. Ce vendredi qu'il conviendrait de qualifier de vendredi noir, de vendredi de l'humiliation pour les ennemis américains et sionistes, a vu le nouveau système de défense aérienne de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique abattre un avion de chasse américain F-35 de 5e génération, 3 drones stratégiques, dont des modèles MQ-9 et Hermès, ainsi que 2 missiles de croisière furtifs. Un nouveau système de défense aérienne exploité par la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a également abattu un avion de combat A-10 de pointe et 2 hélicoptères Black Hawk à l'aide des armes dont ils disposaient. Sophia Mara, bon là on a droit à un exercice de communication évidemment fort bien amené, enfin c'est son rôle, mais il a le visage impassible, pas un mot plus haut que l'autre, avec une liste de toutes les dégradations que les Iraniens font subir aux Américains depuis le début de cette guerre, ce qui s'est accéléré dans la seule journée d'hier. Oui, tout à fait, et sans utiliser de superlatifs qui rendent toujours le discours un peu risible quand il s'agit d'un responsable. Oui. Et là, il a simplement donné les noms des avions, les moyens... Sobrement. Oui, sobrement, et les moyens qui avaient été utilisés pour les abattre. Ce que je retiens surtout, au-delà du discours de ce porte-parole, c'est la réponse de Mohammad Khalibaf. Parce que lui, le président du Parlement iranien. Le président du Parlement, lui, il a été encore plus loin et encore plus cynique. Encore plus ironique, plus ironique, disant à Trump, vous étiez venu pour en gros, je résume, pour une excursion, et vous en êtes réduit aujourd'hui à dire, est-ce que vous avez vu passer notre pilote ? Et dans la foulée, on apprend maintenant que les Iraniens refusent l'ultimatum fixé par Trump qui doit avoir lieu, qui correspond lundi 6, c'est-à-dire dans 48 heures. L'information très importante depuis vendredi, c'est effectivement le fait, maintenant on en a la certitude, que des forces spéciales américaines sont actuellement, au moment où nous parlons, sur le territoire iranien pour sauver justement le second pilote après la destruction de son avion de chasse par la défense aérienne iranienne dans le sud-ouest de la République islamique d'Iran. C'est donc une véritable course contre la montre, effectivement, qui a commencé. C'est une première dans ce conflit. Les autorités iraniennes ont annoncé, on le sait depuis hier, elles l'ont annoncé très vite, une récompense pour toutes celles et ceux qui pourraient apporter des informations par rapport à ce pilote. Les gardiens de la Révolution ont bouclé, vous voyez sur cette carte, cette région, ces 2 régions dans le sud-ouest de l'Iran. Donc c'est une région grande, c'est un périmètre immense que les gardiens de la Révolution ont bouclé, cette zone, et ils ont mobilisé eux aussi, donc en parallèle des Américains, des forces importantes pour retrouver le militaire. Écoutons ce pilote français, le lieutenant-colonel Alexandre, qui s'était éjecté lui-même en 2011 en Afghanistan, sur l'Afghanistan, et qui raconte justement comment ça peut se passer, ce genre d'opération. Alors dans mon cas, ça s'est passé en mai 2011, c'était en Afghanistan, pendant les opérations extérieures lancées depuis Kandahar. Ce jour-là, j'ai eu un problème avec le moteur de mon avion. Donc j'ai dû, avec mon navigateur, m'éjecter au-dessus de l'Afghanistan avant d'être récupéré par des forces américaines environ 1h30 après. Alors, Vincent Crozet, là, il dit... Bon, ça s'est passé en 2011 en Afghanistan. Qu'il a été récupéré par les forces armées américaines 1h30 après. 1h30 après. Nous, on est à beaucoup plus longtemps, là. On est au 2e jour. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Est-ce qu'on peut commencer à poser cette question ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que ça n'est pas long ? C'est très long. C'est très long, sachant que le premier pilote a été récupéré déjà il y a plus de 24 heures, très rapidement,
que effectivement les deux pilotes ne sont peut-être pas éjectés, enfin ne se sont pas posés peut-être exactement sur le même périmètre, puisqu'ils se sont éjectés l'un après l'autre. Donc ils se sont éjectés l'un après l'autre, mais pas forcément dans la même direction. Comment ça se passe, cette procédure ? Dans la même direction certainement, mais ils ont peut-être atterri à quelques kilomètres l'un de l'autre. Quelques kilomètres ? Donc oui, plus que plusieurs centaines de mètres, quelques kilomètres. Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'avec la vitesse inertielle de l'avion qui a été touchée, ça peut aller très vite. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que normalement, le pilote déclenche sa balise de détresse quand il arrive au sol pour se signaler, pour déjà signaler sa zone de pesée très, très exactement. Ensuite, il la coupe pour éviter d'être repéré. Il va la redéclencher un peu plus tard. Mais ça, c'est les procédures, sont des procédures propres à chaque armée ou internationales de sécurité de base? Oui, de sécurité de base, parce que si vous maintenez votre balise de détresse allumée, effectivement, l'ennemi ne peut pas intercepter. Elles sont cryptées. Elles sont cryptées, les télécommunications sont cryptées. Néanmoins, ça émet un signal électronique qui peut être repéré. Non, ce qui est inquiétant, c'est que tout de même, avec les capacités de renseignement américaines, qui sont notamment satellitaires, géospatiales et autres, ne pas réussir à mettre la main sur un pilote au bout de 48 heures, c'est extrêmement préoccupant. Oui. C'est très inquiétant. Ça vous semble inquiétant. Et vous, amiral Coldefi ? J'ai la même analyse. Ah bon, donc vous êtes plutôt inquiet ? C'est inquiétant. Un pilote en terrain hostile dont on ne connaît pas l'état de santé à l'atterrissage, 48 heures, c'est à peu près la durée de vie maximale avant qu'il soit... 48 heures ? Oui, 48 heures à peu près, parce que soit il est complètement valide, mais avec des équipements en panne, donc il a peut-être la possibilité de se cacher, mais il peut pas vivre si longtemps que cela. Et le 6 jours. Non, il y a de l'eau pour 2 jours à peu près, et un peu de nourriture, mais c'est l'eau qui est le plus important. Oui, c'est l'eau qui est le plus important. Ça, c'est clair. Et le problème, visiblement, à moins que les Américains ne soient en train de préparer une opération cette nuit, parce qu'on a vu, c'est la dernière nuit pendant laquelle ils peuvent opérer. Pourquoi de nuit ? Parce que ça évitera d'être repéré par les paysans qu'on voit là, qui sont déguisés en combattants, et que les Américains savent, comme les Français d'ailleurs, travailler de nuit. C'est plus ça donne un avantage ? Oui, parce que vous n'entendez pas forcément les hélicoptères, parce que les avions on les entend, mais pas forcément les hélicoptères. Et vous les voyez pas forcément parce qu'ils vont attaquer à très basse altitude. Donc ça donne un avantage, d'autant plus que les pilotes qui interviennent, les équipages qui interviennent, ont des appareils de vision nocturne, voire d'infrarouge. Donc là, ils sont capables d'opérer, non pas comme en plein jour, mais avec une semi-obscurité. Donc cette nuit, c'est à mon avis le dernier délai pour le récupérer s'il est caché quelque part, mais la grosse inquiétude, comme vous le disiez... C'est son état de santé, déjà. Et puis, savoir où il est. Sa localisation. Parce que quand il déclenche sa valise, l'AWACS qui est en l'air tout le temps, qui surveille, a un repérage assez précis. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire une zone d'incertitude. Mais si on n'a rien repéré, et s'ils sont assez éloignés, on ne sait pas ce que le pilote sauvé a dit. Parce qu'il a peut-être dit « j'ai perdu mon collègue » ou peut-être qu'il est tout près. Voilà. Là on ne sait pas. Donc moi je dis d'après après les informations que ce pilote a dit, pour le moment, ça n'a pas l'air d'avancer. Oui, mais les Américains ont tout intérêt à ne rien dire. Oui, il y a beaucoup de choses c'est un blackout informationnel total. Voilà. Et a raison, bien évidemment. Donc 48 heures, ça me paraît un délai presque maximal. Et puis après, de toute façon, ils continueront leurs opérations parce que on va toujours chercher un pilote. Il faut que le pilote soit certain qu'on aille le chercher, et on va le chercher, y compris en acceptant des pertes. Vous voyez, la problématique est que on doit pouvoir accepter des pertes pour aller sauver quelqu'un. Donc plus que pour un autre soldat ? Non. Pour tous les soldats, c'est la même chose ? Un soldat qui est dans cette situation. Là, on parle de pilote. Et oui, donc justement, c'est peut-être pas pareil. Non, la valeur humaine de quelqu'un qui est retenu en terrain hostile est la même, d'accord. Il y a pas. En revanche, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir dans l'esprit du commandement, et pour le commandement, c'est pas très facile, l'acceptation de pertes
pour récupérer cette personne. Parce que cette personne, non seulement c'est un être humain, mais en plus il y a la dimension politique, symbolique. Oui, donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a peut-être des hésitations de la part du commandement, alors que vous venez de nous dire qu'il est absolument normal dans cette situation que les équipes aillent chercher le pilote. Le commandement prépare la mission, est en train de la préparer, la conduit peut-être d'ailleurs, mais je dis que au niveau supérieur, je veux dire, on pèse un peu les risques, voilà, pour savoir. Avec l'impact politique. Avec l'impact, et il faut effectivement aller rechercher le pilote qui a été abattu. Alors, pour essayer d'en savoir, comprendre un petit peu plus, nous sommes en direct avec Christian Proutot. Christian Proutot, bonsoir. Vous êtes fondateur du GIGN. Merci d'être avec nous ce soir. Selon des sources du renseignement allié, justement, c'est à la fois long et ça ne l'est pas. Le fait que ce soir, au deuxième jour des opérations de recherche, on n'ait toujours pas retrouvé ce second pilote. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que effectivement la priorité et la grande difficulté, c'est d'abord identifier le périmètre où il se trouve? C'est le problème principal. Et c'est, à mon avis, ce qui fait que le délai est relativement long. Et l'inquiétude vient du fait que si le périmètre n'a pas pu identifier, comme cela a été dit précédemment, c'est que sa balise, peut-être, soit n'a pas fonctionné, soit elle n'a pas permis une identification qui, pourtant, normalement, avec ce type de balise, est très, très précis, avec la WACS qui permet, lui, effectivement, de donner les coordonnées presque à 10 mètres près, et qui fait que, en particulier, le pilote, lui, a été récupéré aussi rapidement. Il faut mettre en perspective que, il me semble, je suis pas un spécialiste de ce type d'avion, et encore moins de l'aviation, donc je ne veux pas me mêler ce qui me regarde pas, mais je sais par expérience, pour en avoir parlé, que les deux sièges ont un léger décalage, et que ce décalage est fait pour pas qu'ils se percutent en l'air, mais qu'après, le temps du décalage, vu la vitesse malgré tout de chute de l'avion, fait que les deux parachutistes, le pilote et puis le navigateur de tir, ne sont peut-être pas partis sur la même surface. Sinon, on l'aurait retrouvé pas très loin du pilote. Et comme c'est assez montagneux, il suffit d'un mouvement de terrain pour qu'il ait pu passer de l'autre côté, sous voile, parce qu'un parachute est lié à l'aérologie, et à ce moment-là, au lieu d'être dans un périmètre de kilomètres, disons, il est peut-être sur un périmètre de 3 kilomètres, ce qui, dans cette zone, est parfaitement immense. Oui. C'est immense. On est dans une zone qui est très, très compliquée. On l'a vu, ne serait-ce qu'à travers les photos qu'ont présentées les Iraniens qui sont en train de le rechercher. Oui, merci Christian Proutot. Vous restez avec nous, bien sûr. Donc, si je comprends bien, Vincent Crouzet, on vient de parler de cette priorité qui est d'identifier le périmètre où se trouve le pilote, mais il y a aussi une autre priorité, une autre complexité, c'est d'identifier là où se trouvent les ennemis, pour ceux qui font l'opération de sauvetage. Alors ça, c'est le travail du renseignement satellitaire notamment, et puis aussi des AWACS et des Hercule C-130 qui sont équipés d'électronique qui permettent justement la surveillance du terrain. On a vu hier des survols à basse altitude d'hélicoptères Black Hawk et puis également d'un Hercule C-130 qui certainement qui devait être équipé d'électronique assez sophistiquée, d'ailleurs qui volait extrêmement bas, larguant des leurres et des contre-mesures effectivement puisqu'il a dû être engagé. Il a dû être engagé à un certain moment. Et ça vous paraît bien absolument typique d'une opération de sauvetage de cette sorte-là. Il fallait bien qu'ils volent très bas pour pouvoir opérer, n'est-ce pas ? Oui, mais alors ils ont volé bas justement parce qu'ils recherchaient le pilote parce que sa balise ne fonctionnait pas, tout simplement. Donc c'est un signe que la balise ne fonctionne pas. Bien entendu, si la balise fonctionne et qu'il est géolocalisé de manière précise, on n'a pas besoin d'engager des moyens de recherche à basse altitude avec des appareils qui deviennent vulnérables, puisque d'ailleurs 2 Black Hawk ont été touchés par les Iraniens. Sylvie Berman. Oui, moi j'ai une question de néophyte. C'est-à-dire, on sait maintenant où est tombé le premier pilote puisqu'il a été récupéré. Normalement, la WACS doit connaître la trajectoire de l'avion qui est tombé. Donc normalement, c'est entre ce point de chute-là et puis ensuite l'avion.
Mais Christian en parlait tout à l'heure, l'aérologie aussi joue un rôle, puisque là les deux pilotes sont sous voile, et ils n'ont pas des équipements de dérive sous voile sportifs qui leur permettent justement sont sous voile, c'est-à-dire qu'ils ont leur voile de parachute avec eux, voilà, évidemment. Leur parachute, mais ce ne sont pas des parachutes sportifs qui sont guidés de manière très précise. Et effectivement, s'il y a du vent ou des conditions d'aérologie un peu extrêmes, ils peuvent dériver sur des kilomètres. Christian Poutot, justement, dans ces cas précis, les forces spéciales américaines sont maintenues en permanence dans un état d'alerte. Et là, ce sont des forces qui étaient maintenues dans un état d'alerte qui sont en train de se porter au secours de ce second pilote. Mais justement, jusqu'où ces forces spéciales peuvent-elles aller pour sauver leur pilote ? Est-ce qu'elle se lancerait dans une mission suicide ? Ah non, enfin, je ne pense pas. Il y a le souvenir douloureux de ce qui s'est passé en Afghanistan, je crois, où effectivement, il y a eu un enchaînement, parce que c'est toujours la loi de l'ennui maximum, malheureusement, dans ces affaires, qui fait que vous allez sur une position et vous êtes pris à partie parce que les hommes ont repéré avant vous les gens que vous vouliez sauver, et vous tombez dans des pièges. Donc, l'intérêt des commandos qui pourront être utilisés, des forces spéciales qui seront utilisées, c'est au moment où, effectivement, on est prêt de repérer ou de récupérer le pilote, ou du moins le navigateur en l'occurrence, il est à ce moment-là important d'avoir un appui au sol si, par hasard, il y a de l'ennemi qui est en périphérie de la position. Et c'est cette équipe, c'est pas elle qui fait l'évacuation. Elle ne fait que la couverture de ceux qui vont être évacués. Donc, à mon avis, elle est ce qu'on dit en réserve d'intervention. Apparemment, vu la trajectoire, l'endroit où s'est crashé l'avion, heureusement, il y a une distance qui est moins grande que si ça s'était passé un peu plus sur l'intérieur de l'Iran, même si malgré tout, on est en zone ennemie, et ils sont, à mon avis, prépositionnés avec des hélicoptères, et dès que la position aura été repérée, ils sont en mesure d'apporter une puissance de feu supplémentaire, les gens qui font l'évacuation étant là juste pour faire l'évacuation. D'accord. Alors, il y a une question qui se pose importante, justement, c'est existe-t-il une opération conjointe américano-israélienne de sauvetage précisément en ce moment, puisqu'on sait que cette guerre est menée de façon conjointe entre les deux parties, mais selon des informations justement des informations qui viennent d'agences de renseignement alliées, l'armée de l'air israélienne continue bien sûr à assister l'armée de l'air américaine dans sa mission de sauvetage du navigateur. Hier, les Israéliens ont proposé leur service et il existe un centre de commandement conjoint amiral américano-israélien justement pour accompagner cette opération de sauvetage. Mais il y a un mais, c'est que historiquement les Américains et on peut les comprendre, préfèrent mener leurs opérations de sauvetage, c'est-à-dire elles les appellent CSAR, Combat Search and Rescue, de manière autonome. De manière autonome, pourquoi ? Parce que c'est justement parce qu'il s'agit de leur propre personnel. Oui, mais on cherche toujours de façon nationale à récupérer ses propres soldats. Ça fait sens, ça. Oui, non, mais c'est la règle générale. Toutes les armées, oui. Particulièrement chez les Américains qui ont les moyens de le faire tout seuls. En revanche... Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation très tendue, en alerte, et il faut qu'on ait répété pendant des semaines et des semaines à l'entraînement tous les gestes qui vont être faits, tous les mouvements qui vont être faits. Donc on ne peut pas, même si on travaille habituellement, on sait travailler, les avions savent travailler ensemble, oui. Les avions savent attaquer ensemble. D'accord. En revanche, pour cette opération qui comprend AWACS, avion brouilleur... Qui n'est pas une attaque, effectivement. Avion de chasse, comme on dit, là on peut mettre des Israéliens, c'est pour nettoyer le ciel. Avion d'attaque, A-10 pour balayer le terrain, hélicoptère pour récupérer Là, c'est un ensemble qui doit être travaillé et être entraîné depuis des mois. Justement, concrètement, l'armée de l'air israélienne aide, là, dans ce cas précis, grâce à sa suprématie aérienne et à son renseignement. Il y a eu des introductions d'avions Hercule C-130 de ravitaillement et des fameux hélicoptères Black Hawks. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le but de l'extraction rapide. Mais pour le moment, ça n'a donné lieu à rien.
Si, pour le premier pilote, Anne. Oui, pour le premier pilote, absolument. Vous avez raison. Le premier pilote, c'est de cette façon-là qu'il s'en est sorti. Mais là, on parle du second pilote. Non, mais pour le moment, il planifie. Je veux dire, c'est pas quelque chose où on y va comme ça en disant on décolle les gars et puis on y va. C'est quelque chose qui est extrêmement planifié. Tous les rendez-vous sont planifiés. Non, mais planifié, je comprends pas ce que vous voulez dire, Amiral. Enfin, je comprends, mais c'est-à-dire ils peuvent pas être préparés à ce qui s'est. Enfin, ils sont préparés théoriquement, mais là, ils doivent s'adapter justement à ce terrain iranien. En fonction des renseignements. Avec la doctrine d'emploi, on adapte la doctrine au cas particulier et on dit voilà, on ira sur tel axe, sur tel axe. D'accord. On aura tel type d'avion. Le Fairchild, la 10 fera un passage à tel moment, etc. Jusqu'au dernier moment. Là, il y a l'incertitude du combat. Là, il faut pouvoir se débrouiller. Mais tout ce qui vient auparavant est planifié. C'est-à-dire préparé. Vous avez bien vu qu'il a fallu opérer en urgence. Oui. Et opérer en urgence, on ne le fait pas en multinational. On le fait en national. D'accord. Et donc là, c'est un peu plus planifié. Donc les Israéliens peuvent apporter leur concours dans les fonctions qui ne sont pas essentielles pour récupérer le pilote. D'accord. Mais c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Hein. Il y a nonobstant une volonté d'interopérabilité totale. Elle existe. Moi, je peux vous donner mon expérience. Quand le F-117 américain en Bosnie, en arrivant en Serbie, a été abattu, moi, j'étais sur le Foch je connais les forces franco-britanniques. On était les plus rapides. Donc, on a déployé tout de suite nos super frelons avec les commandos. Mais les Américains ont mis un peu de temps pour réagir et après, ils ont pris la main pour récupérer leur pilote, ce qui est tout à fait normal. Mais on voulait réagir tout de suite, mais il était hors de question qu'on fasse la manœuvre ensemble. Vincent Crouzet, sur cette thématique d'Israël qui aide à cette opération de sauvetage. Effectivement, pour des raisons de protocole, cette aide est limitée. Oui et non. D'abord, il y a la connaissance du terrain de la part du Mossad et de l'Aman, surtout donc des services d'enseignement militaire israéliens. Peut-être aussi des liens avec certaines tribus des monts Zagros qui pourraient être dissidentes ou du moins qui pourraient ne pas être tout à fait alignées avec le régime islamique. C'est tout à fait possible qu'il y ait des agents israéliens sur zone. Et ça pourrait aider là ? Bah oui, ça pourrait aider en soutien opérationnel et surtout les moyens d'interception aussi des télécommunications et des transmissions iraniennes. Ça, l'unité 8200 de l'Aman sait très bien faire ça. Et justement, capter et intercepter toute communication liée justement à la recherche, à la traque de ce pilote. Ribouna. Non, mais complètement. Enfin, pour le coup, le fait d'avoir effectivement éventuellement des gens sur place qui peuvent effectivement aider déjà d'une part à documenter où se trouvent les forces iraniennes qui elles-mêmes cherchent le pilote américain, qui peuvent éventuellement servir d'appui soit pour la cage, soit pour effectivement les forces qui viendraient chercher le pilote sur place. C'est fondamental et il est probable qu'effectivement les Israéliens aient plus de capacité que les Américains dans ce secteur. Bien sûr. Oui. Gallagher Fenwick, est-ce que vous êtes inquiet du fait que ça dure relativement longtemps ? Non, bien sûr. Après, il y a différents précédents qu'on peut évoquer. Le pilote O'Grady, qui, pendant la guerre en Bosnie, a été récupéré au bout de 6 jours, même si c'est une sorte de record. En général, on commence à être vraiment très inquiet, je dirais, à 48 heures, et on s'en approche. Par ailleurs, ce qui ajoute à cette inquiétude, c'est le silence, et l'adjectif que j'ai le plus entendu accoler à ce silence, c'est assourdissant, à la fois du CENTCOM, du Pentagone et de Donald Trump sur le sort de ce malheureux pilote. Donc il y a plusieurs hypothèses à formuler. J'en ai proposé une tout à l'heure, qu'il a effectivement été capturé, parce que même s'il atterrit dans un premier temps entre les mains de personnes dans une région, j'ai regardé tout à l'heure, qui fait 16 000 km². Donc c'est pas si petit que ça. Il faut quand même rappeler que l'Iran, c'est un pays qui est immense. C'est un tiers de l'Irak. Ouais. C'est gigantesque. C'est un tiers de l'Irak. Ouais. Et donc, même si ce sont des gens dissidents ou opposés au régime, qu'est-ce qu'ils font de ce pilote ? C'est-à-dire combien de temps vous pouvez garder quelqu'un comme ça, sachant que vous imaginez les ressources que les Iraniens vont mettre sur ce sujet, qui vont être colossales. Et par ailleurs, même si les Américains sont préparés à ce genre d'éventualité, il faut se dire que les Iraniens également. Ça, c'est vraiment un scénario dont ils rêvaient, la capture d'un Américain dans le champ informationnel
et psychologique, c'est un coût absolument majeur pour eux et qu'ils vont essayer d'exploiter au maximum. Comment est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils essayent de le faire en coulisses, en négociant via des canaux avec les Américains, ou alors est-ce qu'ils optent peut-être après ou plutôt pour la méthode publique, qui serait une humiliation pour les Américains. Une humiliation totale. Ça reste à voir. Et peut-être que les Américains vont réussir à le récupérer, ce pilote, auquel cas ce sera un coût absolument majeur pour l'armée américaine et qui sera évidemment exploité à juste titre par Donald Trump dans la foulée. Christian Proutot, vous êtes fondateur du GIGN. Aidez-nous à saisir tout de même quel est l'état d'esprit pour survivre en territoire hostile et quelle force morale faut-il posséder pour justement survivre et résister à la captivité, par exemple ? Alors, la première problématique, c'est pas se faire prendre. On pourra prendre après la captivité. Et pour pas se faire prendre, eh bien, c'est pour ça que les opérations sont plutôt menées de nuit pour les récupérations, parce que dans les schémas qui sont proposés dans la formation de sauvetage, les schémas, c'est ne pas bouger le jour, parce que essayer de trouver une cache et attendre la nuit pour bouger. Parce que on sait qu'on fonctionne avec des intensificateurs de brillance pour ceux qui vous recherchent et qu'on est moins remarqué de nuit que de jour. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, la formation que l'on peut donner au personnel sur la situation de prise d'otage, je peux vous assurer qu'il y a la formation et après ce que vous vivez. Pour avoir connu des garçons qui ont été pris en otage à Ouvéa dans l'affaire de la grotte en Nouvelle-Calédonie, du GIGN, je peux vous dire que des garçons dont on savait qu'ils étaient solides, ils ont tenu, mais l'impact psychologique a été énorme. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un entraînement spécifique. On prépare les gens à ces missions, ils savent que ça peut arriver, et après, en fonction des circonstances, ils peuvent être blessés, ils peuvent avoir des blessures qui entraînent une altération de la conscience, peut-être. Christian Proutot, il y a une bataille entre l'instinct et la conscience, le niveau d'adrénaline et le niveau de lucidité. Oui, tout à fait, vous avez raison. Sauf que après, ça c'est valable quand vous cherchez à fuir. Là, vous vous mettez en situation où tout l'environnement est ennemi. Et c'est ce qui se passe quand vous tombez en territoire ennemi, ça c'est sûr. Et c'est un peu la traque du chasseur et de l'animal qui est chassé. Ah oui, justement, après, je vous coupe, pardon, vous avez raison, Christian Proutot, pour rappeler à celles et ceux qui nous regardent l'expérience en 2003 d'un soldat américain, Ronald Young Jr., qui avait 26 ans en Irak, pilote d'Apache, qui a été capturé. Il a été arrêté, battu, déplacé à de nombreuses reprises, et il a dit exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire il a dit qu'il avait eu l'impression d'être devenu une proie. Il avait donc 26 ans, aujourd'hui il en a 49, il est conférencier et pasteur. Mais voilà, si vous vouliez ajouter un mot sur cette impression de devenir une proie. Oui, tout à fait. Et c'est là que ce que l'on a au fond de soi et que l'on connaît très bien, en particulier dans nos unités, et sur lequel on est obligé de jouer parce qu'on sait que ça a une importance, c'est tout ce qui vient de ce qu'on appelle le cerveau reptilien dans notre jargon, qui est ce qui nous vient de Cro-Magnon, cette résistance à la peur, au froid, à la faim et surtout à la menace de celui qui veut vous attraper, de l'ennemi. Ce sentiment qui a été évoqué tout à l'heure par ce garçon qui a été pris en otage, cet Américain, d'être le sentiment d'être une proie qui est poursuivie. Et à ce moment-là, c'est heureusement qu'on a ça en nous, et en particulier les militaires, on essaye de mettre les gens dans la formation en situation et dans les entraînements, dans cette situation difficile, pour qu'ils révèlent en eux, qu'ils se révèlent ce sentiment qui est un sentiment qui est de survie, qui est pas naturel au fond, qui est quelque chose
que les circonstances peuvent déclencher. Quelque chose qui transparaît quand on est in situ, bien évidemment. Voilà. Merci infiniment, Christian Proutot, d'avoir été avec nous ce soir. Donald Trump, vous savez, commence généralement à cette heure-là, vers ces heures-là, à s'exprimer et s'exprimer généralement sur son réseau Truth Social. Ils m'ont fait bafouiller. Voici ce qu'il vient de dire, alors qu'il est complètement mutique sur le sort de ce pilote qui n'a pas encore été retrouvé. Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il est obligé au silence opérationnel. Voici ce qu'il a publié. De nombreux chefs militaires iraniens qui ont mal et imprudemment dirigé le pays sont éliminés. Alors que bien d'autres choses, ainsi que bien d'autres choses lors de cette frappe massive à Téhéran, puisqu'il y a eu une frappe massive tout à l'heure. Président Donald Trump. On va bien sûr revenir sur les propos de Donald Trump. Mais vous vouliez ajouter quelque chose, Vincent Crouzet? Non, je voulais profiter de la présence de Christian pour dire que grâce à lui, il y a énormément d'opérations de récupération de personnel par hélicoptère et par hélitreuillage qui ont réussi, parce qu'il a été le premier à inventer, à expérimenter, à mettre en pratique la descente en corde lisse depuis un hélicoptère. Il a été le premier. La descente en corde lisse depuis un hélicoptère. Il a été le premier à le faire avec le GIGN. Il faut le saluer. Oui, voilà. Vous avez raison. D'ailleurs, ça a été filmé à l'occasion du film Peur sur la ville. Oui. C'est une équipe du GIGN, c'est Christian qui a dirigé cette. Saluons cette Christian Proutot pour ces nouvelles procédures. Si le jet abattu, qui est donc un F-15, a décollé d'une base britannique, parce qu'il est possible qu'il ait décollé d'une base britannique, selon le marquage de la bande décorative sur la queue de l'appareil, il appartiendrait à la 48e escadre de chasse basée à Lakenheath en Grande-Bretagne. Eh bien, cela va poser de sérieuses difficultés au Premier ministre britannique Keir Starmer, qui avait affirmé, Sylvie Berman, n'être d'accord que pour des opérations défensives. Oui, c'est ce qu'il avait dit au début. À plusieurs reprises. Il l'a dit à plusieurs reprises, effectivement, mais il est rare que les Américains n'aient pas gain de cause quand ils demandent quelque chose aux Britanniques. Donc, effectivement, on apprend de toute façon qu'il y a du matériel qui est parti des bases britanniques et sans doute plus que ça. Voici ce qu'il avait dit le 1er avril. C'est très sérieux, ça n'est pas un poisson d'avril, la déclaration de Keir Starmer du 1er avril. Ce n'est pas notre guerre. Et nous n'allons pas nous laisser entraîner là-dedans. Nous avons simplement pris des mesures défensives. Nos pilotes sont donc en vol dès le début de cette guerre pour défendre la vie des Britanniques, les intérêts britanniques et bien sûr nos alliés dans la région. Nous autorisons l'utilisation de nos bases à des fins défensives pour protéger les vies et les intérêts britanniques ainsi que nos alliés dans la région. Et nous étudions les mesures que nous pouvons prendre dans le détroit d'Ormuz. Mais nous ne nous laisserons pas entraîner dans cette guerre. Oui. Sylvie Berman, vous êtes dubitative. C'est le syndrome Tony Blair, qui a été le plus grand Premier ministre britannique, mais à qui les Britanniques ne pardonneront jamais cette intervention comme caniche de Bush. Et aujourd'hui, justement, les dirigeants britanniques sont beaucoup plus prudents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aujourd'hui une autorisation du Parlement de Westminster. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, les Britanniques ont du mal à résister aux Américains. Oui, alors ça c'était donc le 1er avril, cette guerre n'est pas notre guerre. Et hier, en soutien au prince héritier du Koweït, suite à l'attaque de la raffinerie, évidemment, le Royaume-Uni a dit autre chose. Le porte-parole de Keir Starmer a dit ceci hier. Le Premier ministre a condamné l'attaque de drones menée durant la nuit contre une raffinerie de pétrole koweïtienne. Il a réitéré que le Royaume-Uni se tient aux côtés du Koweït et de tous ses alliés dans le Golfe, Sophia Mara. Oui, c'est une déclaration pour l'instant. Vous voulez dire que ça n'est que du déclaratif, c'est ça? Vous voulez dire que ça ne correspond pas vraiment à la réalité? C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Si les Américains eux-mêmes n'arrivent pas à sécuriser le territoire de leurs alliés des pays du Golfe, les Américains donc qui ont décidé cette guerre avec Israël, ça n'est pas le Royaume-Uni, on voit difficilement comment Londres parviendrait mieux que cela dit. Effectivement, le problème, c'est que si cet avion qui a été abattu par les Iraniens sur le territoire iranien a décollé de Grande-Bretagne. Là, c'est une preuve très claire et qui ajoutera évidemment à la colère des Iraniens qui en veulent déjà à la moitié de la terre. Eh bien, Londres sera officiellement et avec preuve sur la liste des ennemis de la République islamique.
Oui, je le disais tout à l'heure, Donald Trump n'a pas été vu en public depuis que l'opération de sauvetage du pilote américain a commencé. Il a brièvement dit hier à un journaliste de la chaîne NBC que ceci, c'est-à-dire les opérations de sauvetage en cours et la perte de 2 appareils américains n'affecterait pas du tout ses efforts pour un accord. Mais son plus récent tweet montre que Hormuz reste un souci. Alors, maintenant, ça n'est pas son plus récent, puisque le plus récent, c'est celui que je viens de vous lire, qu'on va reprendre, qui est celui dans lequel il dit que... donc, il pavane, c'est-à-dire Donald Trump a repris son ton, disons, celui auquel il nous a habitués, en disant que de nombreux chefs militaires sont éliminés lors de cette frappe massive. Mais une fois de plus, Gallagher Fenwick, il ne fait pas du tout allusion à ce qui fâche dans ce tweet qu'il vient de poster, c'est-à-dire ni au fait que Hormuz il n'a pas réussi à le réouvrir, et ni au fait que son embargo n'est pas terminé. Non, effectivement, c'est sans doute une manière de rompre ce silence que tout le monde aura remarqué. Oui, ça, tout le monde a remarqué, effectivement. Hein. Oui. Pour dire que, écoutez, tout se poursuit comme prévu et on continue de frapper, on étant les Américains, massivement, pour reprendre son adjectif ou l'adverbe plutôt Téhéran, et que il s'agit d'éliminer des chefs militaires iraniens. Donc, j'ai envie de dire, c'est de la continuité de son côté. Il y a absolument rien de nouveau dans ce message. Non, en fait, il a tellement envie de parler, et les militaires qui l'entourent l'empêchent tellement de parler. Il ne peut pas parler parce que c'est le blackout total militaire du CENTCOM. Hein. Le CENTCOM n'a pas communiqué du tout sur ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le fait que quand même 2 avions américains ont disparu. Ça tranche avec la communication habituelle du CENTCOM qui réagit de façon très rapide sur ses réseaux sociaux. C'est un mutisme total. Eh bien, Donald Trump, lui, compense, Ulrich, en postant sur d'autres sujets. Oui, effectivement. Alors, il a parlé d'immigration aussi. Enfin, il a un petit peu, il a ratissé large pour essayer sans doute peut-être un peu de noyer le poisson et de ramener la problématique sur les thématiques nationales. Mais dans ce message finalement ça montre aussi en fait tout le décalage en fait quand il parle du fait d'avoir tué des hauts gradés iraniens. C'est très probable d'ailleurs. Mais c'est pas. On le sait. On le sait qu'il y a eu des hauts gradés tués. Oui, il n'y a rien de nouveau. Il y en a eu peut-être dans les 24 dernières heures. Mais en fait, le problème c'est que c'est pas le sujet en fait. C'est-à-dire que quand bien même effectivement tout ou partie des passes d'Aran, etc., ait été éliminé, ça ne résout pas le problème politique qui est que Donald Trump n'arrive pas à sortir de cette guerre et n'arrive pas à la gagner, déjà parce qu'il n'a pas défini d'objectif clair, mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des succès militaires tactiques en détruisant des bases militaires, en tuant des hauts gradés, mais ça ne résout pas le problème que le régime tient, et c'est ça le problème fondamental de Donald Trump. Alors, voyez, ça, c'est cette vidéo que nous diffusons à l'instant. C'est ce qu'a diffusé Donald Trump pour accompagner son poste. Il a diffusé cette vidéo qui est sans doute une illustration de cette frappe sur Téhéran, mais il n'y a évidemment aucune preuve que cette frappe a eu lieu aujourd'hui. Non mais pardonnez-moi, en pleine opération supposée de récupération d'un pilote, ça signifie soit les nouvelles sont très mauvaises concernant ce pilote, soit il n'a absolument aucune empathie pour ce pilote. C'est comme ça que vous l'interprétez ? Il se lance dans une opération d'élimination soi-disant massive de chefs militaires ou de dirigeants du régime iranien. Il s'en vante, effectivement. Il s'en vante, comme Ralibaf s'est vanté d'ailleurs il y a quelques heures de manière à mon avis très imprudente. Donc le président du Parlement iranien s'est vanté de quoi ? Ce soir. Il s'est vanté il a ironisé sur les Américains qui demandaient où sont nos pilotes, etc. Oui. Bon, et je suis pas certain que ce soit à droit. Qu'ils continuent leur frappe comme ils l'ont fait d'ailleurs hier soir, c'est une chose. C'est-à-dire qu'ils ne changent rien dans leur programme de militaire, mais qui s'en vantent de cette manière, alors que peut-être il est en train de récupérer un pilote qui était en difficulté en territoire iranien, c'est tout de même, ça paraît invraisemblable. Amiral Koldefi, justement, le fait qu'il y ait ce blackout total, le fait que, bien sûr, étant donné qu'il y a cette opération de sauvetage en cours, toute fuite pourrait compromettre, bien sûr, la survie de cet aviateur, donc il faut ne rien dire. Mais il y a aussi la question des représailles. Il n'y a pas de représailles militaires américaines
pour le moment à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire au fait que 2 avions américains ont été abattus par l'armée iranienne, et c'est justement parce que les opérations de sauvetage sont en cours. Oui, en réalité, il y a peut-être des représailles dans les bombardements qui ont été faits sur Téhéran, parce qu'il ne faut pas chercher des représailles point à point à partir de l'endroit où a été abattu le A-10 ou a été abattu le F-15. Je pense que le théâtre étant important, on peut faire des représailles, mais je ne pense pas que ce soit l'esprit. Hein. On peut faire des attaques. Non, mais j'aimerais comprendre. Oui. Les frappes dont se vante Donald Trump, là, dans ce dernier tweet, ce sont des frappes planifiées ou des frappes. Est-ce que toutes les frappes militaires sont évidemment planifiées, ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être planifiées de façon plus courte? Ah non. Comment ça se passe? Non, s'il n'y a pas de frappes planifiées, ce sont des frappes d'opportunité, on dit ça, mais qui se font avec des objectifs qu'on peut rapidement identifier, et en particulier de nuit, c'est pas possible. Donc toutes ces frappes sont planifiées. D'accord. C'est le déroulement de ces frappes, parce que les objectifs, ils tirent pas sur n'importe quoi là. Le déroulement, la définition des objectifs, c'est un long process avec les services de renseignement, etc. C'est mis à jour en permanence. On peut simplement enclencher le procédure 12 heures en avance ou parfois 24 heures en avance, mais ce ne sont pas des frappes d'opportunité, celles qui ont été faites à Téhéran. Donc c'est pas la vengeance du cow-boy qui veut... Non, tout ça est... Pourquoi ? Parce que dans le ciel iranien, il y a des avions américains, il y a des avions israéliens qui ont des trajectoires différentes, qui viennent d'endroits différents, qui doivent se croiser sans se percuter. Enfin, pour prendre une image autoroutière, si je puis dire, et avec des altitudes, des plafonds, des armements, des capacités. Tout ça, ça doit être organisé. Car, voilà. Et on ne va pas, j'allais dire, le nez en l'air là-dedans. Sauf dans des frappes très très courtes, d'opportunités, dans qu'on appelle le closer support, c'est-à-dire des frappes où on vient aider les troupes qui sont à terre. Là forcément. Non, mais là, amiral, on est dans une situation complètement différente, puisque là, tout semble s'être arrêté depuis la perte de ces 2 avions et le fait qu'il y ait une opération de sauvetage en cours. Dites-moi si je me trompe. Tout n'est pas arrêté. Simplement, je pense qu'il y a une hésitation du côté du commandement américain sur les conséquences politiques dans la continuation de frappes lourdes sur Téhéran, enfin sur l'Iran, et la recherche du pilote. Je pense qu'il y a une petite hésitation. Monsieur le Président, doit-on continuer à faire ça? Vous sentez cette petite hésitation? Très certainement, d'autant plus que je sens qu'il n'y a pas une grande osmose entre le Pentagone et le président. Oui, ça, effectivement, c'est pas nouveau. Ulrich Bouna. Juste pour rajouter, les opérations militaires, elles se poursuivent quand même malgré tout. Alors peut-être qu'effectivement les Américains réduisent un peu la voilure parce qu'ils sont occupés un peu à autre chose pour chercher leurs pilotes. Mais en revanche, côté israélien, ça continue. Alors ils ont effectivement sans doute un petit peu restreint géographiquement les zones où ils frappent pour éviter de perturber les opérations américaines. Mais en revanche, effectivement, d'ailleurs Benjamin Netanyahou s'en vante. Il y a eu des frappes notamment sur le complexe pétrochimique en Iran, qui montrent que les objectifs militaires israéliens, qui sont notamment de faire tomber l'économie iranienne, continuent, et on peut juger aussi très probable que les Israéliens continuent aussi à frapper sur des objectifs militaires en Iran. Oui, mais pardon, si vous permettez, oui, mais cela dit, Tsahal, enfin l'armée israélienne, en collaboration, en coordination avec Washington et avec l'armée américaine, se sont mis d'accord pour éviter la zone de recherche où se trouve le pilote, mais ce qui n'empêche pas Tsahal de bombarder partout ailleurs. Mais évidemment, une zone est même élargie pour être sûr de ne pas mettre en péril la vie du pilote dont l'avion a été abattu. Ce matin, Donald Trump a posté, nous en sommes réduits à commenter ces posts de Donald Trump, puisqu'il ne parle pas. Alors que d'habitude il parle, là on l'a restreint, il y a un blackout total qui lui est obligé, on empêche Donald Trump de parler à cause de ces opérations de sauvetage. En revanche, il continue à tweeter. Essayons de comprendre ce qu'il a dit ce matin. Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou ouvrir le détroit d'Ormuz? Le temps presse, il ne reste que 48 heures avant que l'enfer s'abatte sur eux. Donc, il veut, en fait, Gallagher Fenwick, qu'il veut noyer l'affaire du F-15, oui, pas du F-35, du F-15, sous une menace bien plus grande.
Il veut noyer, il veut minimiser, il veut détourner l'attention. Oui, sachant que les Iraniens ont d'ores et déjà répondu, ils ne céderont pas, il n'y aura pas de capitulation d'une manière générale, mais pas sur le sujet du détroit d'Ormuz, puisque ça s'avère être au final la carte la plus puissante entre les mains des Iraniens, qui vont continuer de vendre très très cher, et avec un nombre croissant de pays qui sont prêts, entre guillemets, dont la France, à jouer le jeu. Les Irakiens voient leur bateau passer. Vous parlez de cette coalition de plus de 30 pays. Non, les vraquiers, les pétroliers qui passent. Il y a des navires qui passent le détroit d'Ormuz avec l'assentiment. Quelques navires sont passés aujourd'hui. Des Irakiens, des Pakistanais, un navire français, des Indiens, des Russes, des Chinois, des Iraniens évidemment, et puis d'autres nations dont l'Iran estime qu'elles sont non complices de l'agression dont il est victime. Donc voilà, ils sont en train de jouer cette carte-là, et donc ce sera une menace de plus qui n'aura aucun effet sur un régime, et ça décrit en fait le dilemme stratégique dans lequel Donald Trump est en train de s'enfermer, avec pour l'instant, issu de son côté, l'idée de cette escalade qui consiste à s'en prendre à l'infrastructure civile, qui fait que l'opération, en plus d'être illégale, elle devient immorale, parce que ce sont des crimes de guerre. On peut prendre l'exemple du pont, la centrale... Gardez-vous pour ce moment-là, Gallagher, parce qu'on va y venir. Je voudrais qu'on reste quelques instants encore sur Ormuz concrètement, et venir à ce moment très important que vous venez de mentionner, qui est effectivement le passage. On est en train de glisser de ces frappes qui étaient des frappes militaires, peut-être vers des frappes civiles, c'est-à-dire un changement de frappe de la part des Américains, et ça pose de nombreux problèmes. Mais vous avez raison de le dire. Hier, l'Iran a autorisé d'abord un navire français à franchir le détroit d'Ormuz, le Kribi, qui bat pavillon maltais, mais qui appartient à la société de logistique française CMA-CGM. On le voit sur ces images, mais également d'autres navires que l'Iran a autorisé à passer, qui appartiennent, on vient de le dire, à des nations qui n'ont joué aucun rôle dans cette guerre, ou même qui ont agi pour empêcher les États-Unis d'utiliser leur espace aérien. Uric Bouna. Alors il y a effectivement un navire turc qui est passé, qui est le deuxième. Je crois que les Turcs ont 15 navires bloqués, donc là il n'y en a que 2 qui sont passés. C'est quand même pas beaucoup. Chacun, c'est au compte-gouttes quand même. Alors il paraît que c'est parce qu'ils transportent des marchandises à destination en provenance de ports iraniens. Alors en fait, il n'y a pas que ça, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement déjà le nombre de navires qui passent par le détroit d'Ormuz, il augmente. Alors effectivement, on n'est pas à la centaine de navires. Au gré de la volonté des Iraniens. Tout à fait, mais si j'allais y venir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus quand même de navires qui passent, et c'est surtout qu'ils prennent pas la même route qu'avant. Avant, en fait, les navires passaient par un chenal, grosso modo à peu près à mi-chemin entre Oman et l'Iran. Désormais, c'est plus du tout le cas. En fait, disons le chemin du nord, et maintenant ils passent par une voie beaucoup plus au sud, c'est cela ? En fait, avant ils passaient un petit peu au milieu, maintenant ils passent près des côtes iraniennes. Ils passent entre 2 îles, l'île de Kesh mais l'île de l'Arak, et donc en fait les Iraniens grosso modo ont privatisé en fait le détroit d'Ormuz. C'est ça qui s'est produit depuis le début de cette guerre, et ils laissent passer grosso modo qui ils veulent, et surtout vu que ça passe dans leurs eaux territoriales, ils font payer un droit de passage avec une procédure extrêmement complexe, mais qui permet de vérifier que tel navire a bien payé sa dîme, etc. Donc en fait c'est ça que je suis complètement d'accord avec ce que disait Gallagher Fenwick, c'est que les Iraniens ont complètement privatisé le détroit d'Ormuz, et comme ce sera impossible militairement de leur retirer cette privatisation du détroit d'Ormuz, c'est leur carte maîtresse, et il faudra négocier de façon extrêmement dure avec les Iraniens pour essayer d'obtenir une réouverture du détroit d'Ormuz, et ça va être très compliqué. Alors la question, vous avez raison, c'est celle du péage. Existe-t-il déjà aujourd'hui un péage exercé par les gardiens de la Révolution ? Et comment ça se passe concrètement ? C'est une procédure complexe. Mais les opérateurs doivent contacter une société liée aux gardiens de la Révolution, fournir des informations sur la propriété du navire, le pavillon, la cargaison, l'équipage, etc. Toutes ces données sont vérifiées par les gardiens de la Révolution. Ça dure un certain temps pour s'assurer de quoi ? Eh bien, s'assurer de l'absence de lien, bien évidemment, avec les États-Unis ou Israël. Et si le navire est sélectionné par les gardiens de la Révolution, selon ces critères, eh bien, les discussions sur le péage commence. Sylvie Berman, il y a un système de classement de 1 à 5. Si le navire est jugé ami, évidemment, c'est le mieux. Le prix, $1 par baril de pétrole. C'est ça. Et alors, c'est payé en yuan ou en crypto-monnaie ?
Oui, en yuan, c'est assez normal parce que l'Iran est membre des BRICS et la politique des BRICS, c'est la dédollarisation de l'économie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on parle de 2 millions d'euros, en tout cas équivalent euros par bateau. Alors, quand le péage est payé, il délivre quand même un code, un code d'autorisation. Non, tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est le porte-conteneur CMA-CGM. Oui, le français. Est-ce que c'est parce qu'il est français et que la France a pris des positions assez nettes? Est-ce que c'est aussi parce que Saadé, le patron, est à moitié, a une double nationalité et il est également libanais? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. C'est Rodolphe Saadé, il est syrien, il est de l'ADIS et il est très proche des Assad. Il a été, pas lui personnellement, il n'y a pas de preuve de lien, mais c'est cette famille Saadé qui est très puissante et proche de la famille de Bachar el-Assad, ancien allié de l'Iran. Maintenant, il n'y a pas de preuve du tout. Non, bien sûr, mais moi aussi, je suis dans l'interrogation. Sur pourquoi ce navire est passé. Sur les liens, Rodolphe Saadé est un monsieur il est français, il est d'origine libanaise. Libanais aussi. Mais d'origine, ils sont de la DKIA, c'est une grande surtout famille. Un acteur important maritime, du commerce maritime. Exactement. Bien évidemment. Deuxième ou troisième armateur mondial. Et troisième. Et le propriétaire de chaînes de télévision en France, etc. C'est peut-être juste parce que la France bénéficie peut-être auprès de l'Iran, et bien que l'Iran ne nous en veut pas trop, tout simplement. Il ne faut pas y voir d'autres raisons. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. Oui, en tout cas, quelques bateaux passent. Ulrich. Oui, juste pour rajouter sur la partie CMA-CGM, après, comme tout grand armateur, en fait, finalement, ces armateurs, ils vont un petit peu partout. Enfin, on sait que, par exemple, le CMA-CGM dessert le port d'Hodeïda au Yémen, qui est sous le contrôle des Houthis. On sait que le CMA-CGM gère le port de la capitale libanaise, Beyrouth, merci bien. Désolé pour ce trou de mémoire, mais donc ça arrive. On a bien compris ce que vous vouliez dire. Mais donc en fait voilà, et c'est comme Cosco qui avait accepté de repartir ensuite dans la. Donc finalement, ces grands armateurs, ils essayent de se tenir le plus loin possible de la politique, et donc effectivement, c'est pas trop surprenant. Gallagher. Non, j'allais juste dire que et morale mise de côté, c'est diaboliquement malin de la part des Iraniens qui, comme cela, vont diviser en fait les pays. Parce que la tentation, et Giorgia Meloni aujourd'hui, elle est en tournée dans les pays du Golfe. Les Italiens ont un vrai souci sur l'approvisionnement, notamment de GNL. Donc les Iraniens vont dire, vous savez quoi, vous avez un souci, c'est très très simple, c'est 2 millions de dollars par navire. Vous payez en yuan. Parce qu'ils s'en profitent pour s'attaquer au système. À la dédollarisation de l'économie mondiale. Le système du pétrodollar en l'occurrence. Et donc il y a aussi, je pense, une partie d'arbitraire, c'est-à-dire qu'on va tout chercher, une logique, une espèce de régularité. Oui, on ne prend pas en compte une certaine dose d'arbitraire. Ils ne boudent pas leur plaisir. Emmanuel Macron vient de faire une déclaration assez forte concernant le détroit d'Ormuz et la position de Donald Trump. Je pense que ça n'a pas échappé à Téhéran, qui se dit, tiens, allez-y, on va faire passer le bateau CMA-CGM. Donc on peut effectivement aller chercher l'arbre généalogique de Rodolphe Saadé, passer par le Hezbollah, l'attaquer, ce que vous voulez, etc. Je pense que ça peut aussi être, allez hop, on laisse un peu passer. Alors, dans le détroit d'Ormuz, il y a aussi, figurez-vous, des reporters de télévision qui font leur métier. Et regardez et écoutez ce journaliste iranien qui est sur son Zodiac et qui, en direct, fait un reportage pour la télévision d'État iranienne pour montrer à quel point, effectivement, ce détroit est utilisé comme levier politique et diplomatique. Aucun de ces navires ne peut quitter sa position sans l'autorisation des forces armées de la République islamique. Ce à quoi nous assistons, c'est la puissance de la République islamique. Cette puissance appartient au peuple iranien. Ce sont précisément ces personnes qui descendent dans les rues la nuit, brandissant le drapeau iranien qui défendent leur pays. Les jeunes de la Basij navale de nos forces armées patrouillent jour et nuit, trempés, opérant dans ces mêmes mers pour soutenir la sécurité.
Bon, Sophia Mara, on a vu plusieurs choses. D'abord, les eaux du détroit sont très bleues et cristallines. D'autre part, effectivement, il y a beaucoup de tankers qui sont bloqués. Et troisièmement, ce journaliste a une liberté de mouvement dans ce détroit qui, effectivement, est due au fait qu'il représente une télévision d'État, puisqu'il a très vite glissé sur vraiment de la bonne, lourde propagande. Propagande ou de la com, en tout cas, c'est pas du journalisme, oui. Même si l'eau du détroit donne envie de nager et on se demande pourquoi l'Iran n'a pas profité de ce magnifique pays pour faire du tourisme. Exactement. Mais il y en a dans les fameuses îles où sont dans les entrailles desquelles sont cachées des vedettes avec des missiles et des drones étaient touristiques. N'est-ce pas? On laisse les militaires aller bronzer là-bas et on verra un peu plus tard. En tout cas, oui, toujours est-il que effectivement, liberté de filmer, puisqu'il est là pour la République islamique ou pour ses médias. Mais bien sûr, avant de prendre la parole, pour immédiatement dire que c'est un argument de la puissance ou un des outils de puissance, un outil qui lui a été fourni par la géographie et par sa position géographique. Donc, il n'a pas beaucoup de mérite. Il en aurait eu plus s'il avait tiré sa force d'une certaine démocratie, d'une population vivant librement et en étant un facteur de stabilité au lieu d'être un facteur de chaos comme il est actuellement. Avant de laisser la parole à l'amiral, ils ont fait des progrès quand même en termes de propagande. Parce que c'est moderne, hein. Non, parce que ça mais je vais montrer quelque chose d'encore mieux. Vous allez voir dans quelques secondes. Ça faisait mal aux yeux. Hein, ça faisait... Et puis vous avez vu, lui, il est en lunettes de soleil, bras de chemise, pas du tout comme les femmes en Iran. Hein. On voit les avant-bras des hommes. Ouais. Amiral. Ceux des femmes. Moi, j'ose pas dire une chose. Enfin, si je vais le dire quand même, c'est que j'avais passé ma lune de miel en Iran. Ouais. Donc, et j'avais eu le droit de me promener, de sillonner tout ce pays du nord au sud, d'est en ouest, accompagné de mon mari, bien sûr, et uniquement parce que nous venons de nous marier, et du guide et du conducteur. Suprême. Voilà. Donc, non, pas du guide suprême, non, du guide touristique. Pardon, c'était une blague. Du guide touristique. Vous me faites. Non. Il est 23 heures passées, donc puisque nous parlons. Voilà. Non, mais c'était pour illustrer. Effectivement, j'étais évidemment obligée d'être habillée, voilée comme une Iranienne. C'était il y a un certain temps. Ouais, Amiral. Alors, puisque je vais prolonger sur... Moi, j'étais avant vous, comme jeune officier après la guerre du Kippour, et avec un bateau, on avait fait tous les pays du Golfe, en commençant par Bandar Abbas. D'accord. Donc, oui, Bandar Abbas, le grand port iranien. Donc, Shiraz, Persépolis, Ispahan, la Mosquée Bleue, c'est fantastique. Tout ça, c'est très, très beau. Et Persépolis aussi, c'est très, très beau. Donc, juste 2 points. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, les Iraniens ont imposé un trajet entre 2 îles qui leur permet tranquillement de pointer, de surveiller. Donc, alors que, bien sûr, le passage normal, il est au milieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre, pour les armateurs, le prix des assurances et des assureurs qui a explosé. Oui, mais ça, c'était le but des Iraniens. Oui, mais il y a un moment où les armateurs peuvent décider d'arrêter et de ne pas payer des primes d'assurance exorbitantes pour franchir le... c'est la raison pour laquelle plus personne ne passe. Voilà, et donc tout se tient là. Mais je pense que la partie économique, il faut aussi la mettre en évidence. N'est pas à négliger. Tout se tient, et justement, c'est ce qu'ont voulu illustrer ceux qui ont créé ce que nous allons vous montrer là maintenant, c'est-à-dire une parodie, une vidéo, une parodie en quelques secondes d'un jeu télévisé français. C'est imité de la France à un incroyable talent. Oui, tout à fait, vous allez voir. On va regarder et on va commenter après. Mais tenez-vous bien parce que c'est quelque chose. Hein. Okay, show us what your talent is. Go ahead. We are blocking the Strait of Hormuz. Yes! We are blocking the Strait of Hormuz. The flow is secure. What?
Bon, vous êtes bien sur LCI, les 23h18. On peut se permettre de temps en temps un tout petit peu de légèreté. C'est vrai que là, on voit bien que les Iraniens, ça vient des Iraniens, c'est fabriqué avec de l'IA, bien sûr. Leur but et leur satisfaction, c'est d'avoir bloqué le détroit d'Ormuz. Donc, ils ont bloqué Ormuz. Là, nous avons le candidat, l'Iranien, c'est le porte-parole de l'armée iranienne. À ses côtés, c'est le ministre des Affaires étrangères, hein, c'est cela. Et dans le public, vous avez vu qu'il y a les Européens. Et puis, on a Emmanuel Macron, Giorgia Meloni. Président Macron avec ses lunettes. Avec ses lunettes, effectivement, ça n'a pas échappé aux Iraniens, l'épisode lunettes de Emmanuel Macron. Et dans le jury, vous avez les 3 personnes importantes, Donald Trump, flanqué à sa droite de Vladimir Poutine et à sa gauche du président chinois. Du président Xi. Et qui appuie sur le golden buzzer. C'est Vladimir Poutine. Il y a la guerre. Vladimir Poutine, donc, et qui dit, voilà, j'adore ce que tu fais. Voilà, alors que Trump est un peu... Oui, plusieurs choses. D'abord, on comprend très bien le message. Effectivement, je pense que Vladimir Poutine se délecte de la situation actuelle, dont il est l'un des grands gagnants. Il faut quand même rappeler que les Américains ont levé les sanctions concernant les exportations de pétrole russe et iranien, d'ailleurs. Ce qui est quand même hallucinant, ça veut dire qu'ils sont en train de financer la guerre contre eux-mêmes. Donc c'est comme quoi cette opération a été minutieusement préparée, ça relève du génie. Et depuis longtemps. Oui. L'autre chose, c'est que évidemment, l'intelligence artificielle fait des ravages, mais c'est la démonstration que les Iraniens avaient mieux préparé cette séquence, y compris dans le domaine de la communication. Oui. Parce qu'ils maîtrisent nos codes. Vous avez cité le nom de cette émission ultra populaire. Oui. Je ne pense pas qu'elle le soit en Iran, mais ils savent se moquer de notre culture populaire, l'instrumentaliser, la détourner. Par ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il faut savoir qu'à ce stade, ça a été tellement remarqué que le New Yorker, qui est franchement pas un journal léger, vient de faire tout un article, donc un article assez long, sur l'entreprise qui s'appelle Explosive Iran, qui produit ce genre de... responsable de la production de toutes ces vidéos. De ces vidéos qui sont donc ensuite utilisées par la télévision d'État iranienne. Oui, et notamment celles, vous savez, où ils utilisent les Lego pour se moquer de Pete Hegseth, etc. Donc, c'est une communication qui peut paraître absurde et excessive et tout ça, mais qui peut marcher auprès d'un certain public et qui contribue à ce qu'ils estiment être leur victoire et l'humiliation en cours des puissances. Oui, Sophia Amara, ce sont des Lego, ce ne sont pas des Playmobil. Depuis hier, nous sommes en désaccord ce sont des Lego. Ce point essentiel. Oui, ce sont des Lego. Tout le monde et celles et ceux qui nous regardent savent que ce sont des Lego. On va vous montrer une nouvelle vidéo d'ailleurs dans quelques minutes. Ce sur quoi on peut être d'accord, c'est World Got Oil. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Et Make Oil Great Again. Voilà. La dernière phrase de la chanson, c'est Make Oil Great Again. Oui. Bon, je voudrais pas casser l'ambiance quand même, mais les gens qui ont produit ça aussi ont pendu un jeune homme de 19 ans. Oui, aujourd'hui. Ouais. Oui. Donc, il ne faut pas non plus se laisser ébahir. Ah non, mais on ne se laisse pas ébahir, mais on montre les effets de part et d'autre, bien évidemment. Pour revenir à des sujets plus sérieux et qui sont peut-être la clé de ce dont nous parlons ce soir. Donald Trump, qui vient d'ailleurs de tweeter, on l'a lu tout à l'heure, son tweet le plus récent concerne les chefs militaires iraniens qui ont mal et imprudemment dirigé le pays, qui sont éliminés, c'est ce que dit Donald Trump, ainsi que bien d'autres choses lors de cette frappe massive à Téhéran. Donc il est reparti dans un langage, dans une rhétorique belliqueuse. Il insiste, il n'a pas insisté seulement depuis aujourd'hui sur le fait que Téhéran sera encore pilonné pendant 2 à 3 semaines. On ne sait pas comment entendre les chiffres et comment croire les chiffres que nous donne, les délais que nous donne Donald Trump. Mais ce qui est important, c'est que le Pentagone, la question qu'on se pose, c'est le Pentagone ne va-t-il pas être à court justement de cibles à frapper en Iran? Parce que justement, peu aujourd'hui de sites militaires, Amiral Kol-Defi, sont accessibles sans une intervention terrestre, et s'ils sont en train de modifier leur stratégie du côté du Pentagone, du côté des Américains, en élargissant l'éventail de frappe et en allant du coup en disant qu'ils vont être maintenant non seulement capables, mais qu'ils sont dans la volonté de frapper des infrastructures civiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Le militaire que vous êtes en pense? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les tabous ont été brisés et levés depuis l'invasion russe en Ukraine, avec beaucoup d'actions qui relèvent
des crimes de guerre. Et donc, on était habitué à ce que les opposants, entre guillemets, au monde occidental utilisent ces moyens. Donc, on n'est pas surpris que les Iraniens bombardent des centrales, peut-être même des usines de dessalement un jour ou l'autre, mais on est plutôt surpris que... Quand ça se passe dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. On le fait pas d'habitude. Quand ce sont des Occidentaux, vous voulez nous dire, oui, c'est-à-dire les Américains, les Israéliens. Les Européens. Enfin, et les Européens sont pas dans la... Non, ils sont pas là. Pour le moment, là, on parle des Américains et des Israéliens dans cette guerre. Exactement, mais je donne le sentiment de... Est-ce que vous pensez que les Européens en sont capables aussi? Non, je dis pour le moment, le camp européen et américain, c'est toujours interdit de procéder à ce genre de frappe. Et donc... là, Donald Trump est en train de changer. Mais, il a levé beaucoup de tabous, et il va peut-être lever ce tabou, ce qui, à mon avis, est très dangereux parce que la culture américaine dans le combat est d'abattre l'adversaire jusqu'à ce qu'il soit complètement écrasé par terre. Oui. Voilà, quel que soit je veux dire les circonstances. Et si on déborde du champ militaire, ils le font avec d'autres cibles. Là, c'est ma propre expérience qui me fait dire cela. Oui, Sophia. Oui, l'Occident, l'Europe ne participe pas à cette guerre. Non. Mais... Pour nous, aujourd'hui, c'est elle, l'Occident. Trump, c'est un homme à part. Il a renié les règles de la guerre. Il a dit qu'il ne les respecterait pas. Son ministre de la Défense, ministre de la guerre. Voilà, Israël, c'est pas l'Occident, même si, géographiquement, elle a choisi d'être au Moyen-Orient. Donc, pour moi, c'est pas l'Occident. Et les Européens, eux, continuent, je l'espère, et peut-être que le prochain ou le successeur de Donald Trump reviendra à une politique, une diplomatie, à des positions en phase avec la grande démocratie qu'est l'Amérique, et que ce genre de comportement n'aura plus lieu. Juste pour finir, ces frappes-là sont un crime, c'est-à-dire des sites pharmaceutiques, des ponts, c'est des crimes de guerre. On ne frappe pas des sites civils. Voilà. Et c'est ce que Trump est en train de faire. Oui, justement, soyons très concrets. Les frappes américano-israéliennes, depuis le début de cette guerre, elles étaient d'abord contre les responsables du régime, on l'a vu, dès le premier jour. Elles se sont étendues maintenant aux ponts, aux aciéries, aux structures liées au secteur de la santé en Iran, avant même le fameux ultimatum, la fameuse expiration de l'ultimatum fixé par Donald Trump au lundi 6 avril. Écoutons d'ailleurs ce qu'on a dit à ce propos Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui, tout comme Donald Trump, n'est plus très prolixe en commentaires depuis quelques jours. Aux côtés de nos amis américains, nous continuons à écraser le régime terroriste en Iran. Nous éliminons des commandants. Nous bombardons des ponts. Nous bombardons des infrastructures. Ces derniers jours, l'armée de l'air a détruit 70% de la capacité de production d'acier de l'Iran. Il s'agit d'un exploit considérable qui prive les gardiens de la révolution à la fois de ressources financières et de la capacité de produire de nombreuses armes. En totale coordination entre moi-même et le président Trump, entre les forces de défense israéliennes et l'armée israélienne, nous continuerons à écraser l'Iran. Ce régime est plus faible que jamais. Israël est plus fort que jamais. Sylvie, vous vouliez dire un mot ? Oui, que le problème qui se pose, c'est que la population iranienne, qui a 80% hostile au régime, et dont certains avaient demandé une intervention, ne sont peut-être pas très satisfaits de voir frapper effectivement ces installations. Alors faisons les listes de ce qui est frappé. Je vous donne la parole tout de suite, Sophia, et puis Ulrich. C'est-à-dire, il y a eu 3 jours consécutifs. Le 31 mars, une frappe sur une grande entreprise pharmaceutique d'Iran, Tawfik Darou, spécialiste de la production de médicaments anticancéreux et anesthésiques. Une des plus grandes du pays. Une des plus grandes du pays, exactement. Ça a beaucoup marqué. Oui. Ensuite, le 1er avril, la frappe sur l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, le centre de recherche médicale et de santé publique le plus ancien d'Iran, le plus prestigieux du pays, qui a été endommagé le 1er avril. Et puis tout récemment, le 2 avril, Ulrich, ce fameux pont, le pont suspendu du B1, c'est comme ça qu'il s'appelle, en construction à Karaj, dans le nord. Alors là, on écoute parce qu'on a de nouvelles images sur cette frappe.
Impressionnant ces images. Ce pont a été bombardé à 2 reprises. Il y a eu, je le rappelle, 8 morts civils et plus de 100 blessés, dont des familles venues pique-niquer sous le pont pour fêter la fin du nouvel an de Nowruz. Mais en fait, c'est ça. Enfin, vous posiez la question tout à l'heure. Est-ce que la guerre va un petit peu changer en termes de ciblage ? En fait, c'est déjà le cas. En fait, on a déjà basculé dans autre chose. En gros, les Américains et les Israéliens ont commencé avant les Américains lorsqu'ils ont bombardé South Pars, lorsqu'ils ont commencé à bombarder les raffineries à Téhéran. Donc il y avait déjà une volonté israélienne d'aller beaucoup plus loin que les Américains. Mais là, les Américains embrayent. En fait, ils les suivent. Mais c'est dû au fait que cette guerre, elle dure et que les Américains n'arrivent pas à soumettre en fait les Iraniens. Donc la seule solution, c'est l'escalade et donc c'est d'élargir en tout cas c'est comme ça que le voit Donald Trump. C'est d'essayer finalement de faire plier en quelque sorte non plus le régime, mais le pays. C'est-à-dire de détruire en quelque sorte l'économie iranienne en espérant que ça fera plier le régime. C'est très peu probable. En revanche, l'aspect que ça peut avoir quand même pour les Israéliens et les Américains, c'est que si l'économie iranienne est à terre, il leur faudra un certain temps pour pouvoir se rétablir et retrouver un potentiel militaire intéressant. Ce qui fait que, parce que ça ne se terminera pas par une capitulation, ça repousserait la date à laquelle les Israéliens et les Américains devraient réintervenir. Le chef des forces armées iraniennes a réagi à cette nouvelle stratégie, assez visible du point de vue des Iraniens. Le président américain, dit-il, agressif et belliqueux, après avoir subi des défaites successives, a entrepris de façon impuissante, instable, énervée et stupide de menacer les infrastructures et les biens de l'Iran. Sophia. Alors, je ne jugerai pas le tweet, la façon dont il est rédigé, mais ce qu'il dit et ce que nous disait tout à l'heure, enfin la déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou fait penser à quelque chose d'assez inquiétant pour les Iraniens. C'est que effectivement, quand on n'a plus de cibles dans sa banque, de cibles militaires, de cibles qui représentent les hauts responsables de ce régime dont les Américains et les Israéliens ont juré la perte, surtout les Israéliens, et bien évidemment on s'en prend à des cibles civiles, ce qui est évidemment proscrit par le droit. Mais aussi, le problème c'est que si on veut faire tomber les passedarans qui tiennent réellement l'Iran aujourd'hui, mais ils tiennent l'économie aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on détruise l'Iran et son économie. Je vous donne un exemple concret. Les 2 aciéries qui ont été frappées, elles servent peut-être, sûrement, je ne sais pas, à créer... C'est du double emploi. Et à créer les missiles qui s'abattent sur Tel Aviv et qui s'abattent sur les pays du Golfe. Mais également, une aciérie, ça sert à produire un produit qui sert dans la vie civile de tous les jours des Iraniens. Et comme les passedarans tiennent l'économie du pays, pour en finir avec les passedarans, qu'est-ce qu'il faut détruire ? Toute l'économie. Mais on va jusqu'où alors ? C'est ça, où est la limite ? C'est justement ça. Le ministre des Sciences iranien est en visite aujourd'hui, samedi, dans une université qui a été frappée, parce qu'il y a également des universités qui ont été frappées sur tout le territoire iranien. On l'écoute. Globalement, je peux dire qu'à ce jour, plus de 50 de nos universités ont été directement attaquées. C'est vraiment incroyable. Au XXIe siècle, à l'ère des droits de l'homme, à l'ère du droit international, à l'ère du droit international humanitaire, des sites civils et des civils sont attaqués. Et pire encore, des infrastructures civiles et scientifiques essentielles sont prises pour cible. Vous savez que selon les documents internationaux, attaquer des infrastructures essentielles à la population civile d'un pays est un crime. Gallagher Fenwick, comment réagissez-vous à ces propos qui invoquent le droit international de la part de ce ministre qui sert le régime islamique d'Iran ? C'est un très bon et très juste message livré par le pire des messagers. Mais voilà le résultat quand on commet des crimes de guerre alors qu'on est censé adhérer à et représenter des valeurs qu'on porte à l'international de par ce qu'on affirme ou prétend être leurs valeurs, j'allais dire, universelles. À partir du moment où l'armée américaine, parce qu'elle est à court de cibles militaires, est en train de choisir quel crime de guerre elle va commettre, elle efface mécaniquement les distinctions qu'on pouvait faire entre 2 systèmes qui s'affrontent, d'un côté démocratique, de l'autre théocratique, parce que moi, ce que vous êtes, dans ce cas précis, m'intéresse moins que ce que vous faites. Et quelle différence peut-on faire entre ce pont-là qu'on voit à l'écran ? C'est une double frappe
qu'il a démoli. Vous connaissez le principe de la double frappe ? C'est ce que les Russes font en Ukraine. C'est-à-dire que vous le frappez une première fois, il y a eu des morts sur ce pont, vous avez des secours qui arrivent, vous attendez l'arrivée des secours, et vous frappez une deuxième fois pour faire le plus de morts possible. Pourquoi les Américains sont en train de frapper des dizaines d'universités en Iran ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de frapper une centrale électrique ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de frapper les usines de pétrochimie ? Pourquoi les sites de sidérurgie ? Et c'est ça qui est très très grave, c'est que Donald Trump est désespérément en train de chercher ce qui n'existe pas, à savoir le coup fatal. Il n'y a pas de coup fatal. Vous pouvez remettre une louche de crimes de guerre. Tout ce que vous faites, c'est que vous avilissez le pays que vous représentez et les valeurs au nom desquelles vous êtes censé agir. Et honneur à ces militaires qui aujourd'hui quittent le Pentagone parce qu'ils refusent. Ouais, on va parler de ces militaires qui quittent le Pentagone. Mais sur Trump, vous avez raison, il s'était félicité de la destruction de ce fameux pont dans la banlieue de Téhéran, ce pont en construction. Et voici ce qu'il avait dit jeudi soir, au lendemain de son allocution au solennel à la Maison-Blanche, à propos d'éventuels autres ponts. Frapper des ponts, et nous en avons déjà frappé quelques-uns. J'ai quelques beaux ponts en tête, mais s'ils viennent à la table, ce sera une bonne chose. Mais peu importe qu'ils viennent ou non, nous les avons retardés. Il leur faudra 15 à 20 ans pour reconstruire ce que nous leur avons fait. Non, mais dans une guerre, les ponts sont des cibles stratégiques. Toujours pour couper, bien entendu. Gallagher Fenwick n'est pas d'accord. Il arrive que des cibles civiles sont des cibles stratégiques. Expliquez-moi en quoi c'est une cible stratégique ce pont. Expliquez-moi. Parce que c'est un pont qui va relier justement la région de Karaj et le Karaj Dam, qui est en amont. Est-ce que vous voyez les grues qui sont à côté ? Oui, il ne relie rien du tout. Il est en chantier. Il est en construction. Donc il n'est pas utilisé. Donc il n'est pas dangereux. Mais il arrive que dans un conflit, des ponts soient des cibles stratégiques et que des infrastructures civiles soient des cibles stratégiques. Ça, c'est toute l'ambiguïté de la guerre, c'est pour ça que le droit existe. Comme les Assyriens, dont a parlé Sophia tout à l'heure. Par contre, tout à l'heure, pardon, mais quand ce responsable iranien dit à l'heure des droits de l'homme... Oui, ça vous a fait bondir, ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable de laisser passer ça. Un régime qui pend tous les jours des gens à des grues et qui a assassiné 40 000 personnes au cours du mois de janvier, c'est inacceptable de laisser passer ce type de Il y a la peine de mort aux États-Unis et Israël vient de voter la peine de mort pour les Palestiniens. Oui, mais il y aura des élections midterms aux États-Unis en novembre, il y aura des élections législatives, la peine de mort des élections générales en Israël. On peut absolument pas quand même comparer l'Iran, les États-Unis et Israël. Ça me paraît quand même fort de café. Sylvie Berman sur ce sujet. Oui, tout à fait, je suis d'accord. La voix de la raison. Ce que vient de dire Berman, je pose cette question. C'est quand même effectivement le pays où la peine de mort est le plus appliquée. Ah non, c'est la Chine. Non. En nombre, peut-être, mais pas par rapport à la taille du pays. Vous avez d'un côté 1,4 milliard d'habitants, et de l'autre côté, vous avez 92 millions d'habitants. Donc, toutes les institutions des droits de l'homme vous le diront, c'est l'Iran. Et en plus de ça, ils continuent à pendre des jeunes, comme ça vient d'être dit, des jeunes qui ont simplement manifesté. Et donc, quand un responsable évoque à la fois les droits de l'homme, le droit international, c'est une sinistre hypocrisie. Et c'est bien évidemment de la propagande. Mais personne n'a douté à aucun moment, ou n'a cru à aucun moment que le discours de ce responsable iranien, qui porte à rire si la situation n'était pas tragique, qu'il était réel. Gallagher a exactement dit une chose, il a dit c'est le plus beau des messages mais porté par le pire des messagers. Oui, d'accord, le droit international, on va tous parler du droit international, mais en réalité la faute de l'Iran, le crime de l'Iran, mais ce n'est même pas seulement de violer le droit international. L'Iran est un pays qui déstabilise toute la région du Proche-Orient depuis un demi-siècle, on n'en est même plus là, sauf qu'est-ce qu'a fait la communauté internationale depuis 50 ans pour faire cesser les agissements d'une théocratie qui exporte le terrorisme, qui est impliquée dans des trafics de drogue, qui a enchlousisé, si on peut le dire, 4 pays, qui
pend des gens, peu m'importe quelle soit sa position sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. L'Iran Gate, c'était quoi l'Iran Gate? Qui a mis sa main dans la main des mollahs, les Américains et les Israéliens dans les années 80? Donc voilà, bien sûr le droit international. Il ne faut pas venir nous donner de leçons de droit international, alors que nous-mêmes, nous essayons de le porter. Les leçons, effectivement, tout le monde en donne. Ce type-là est un clown. Mais ce qu'on veut dire, c'est même pas que ça qu'on lui reproche. Sauf qu'aujourd'hui, les Américains sont dans une moins bonne position de venir dénoncer ce discours parce que eux-mêmes, hélas, le violent également. Impunément. Différemment, mais le viol quand même. Bon, moi je voulais porter votre attention sur le fait qu'effectivement la nouvelle stratégie de Trump semble être celle-ci, c'est-à-dire de s'en prendre à des infrastructures civiles iraniennes, et on peut poser la question de à quoi cela va mener. Et si l'on parle des ponts, on peut aussi envisager la possibilité que les Iraniens fassent des représailles à ces attaques sur ces ponts iraniens, et donc les ponts auxquels ils pensent déjà, leur propagande le dit, ça serait le pont de 36 km de long au Koweït, bien évidemment, ou le pont du roi Fahd reliant l'Arabie Saoudite à Bahreïn. Exactement, qui fait 25 km. C'est un risque. Et pas seulement, ils ont également mis sur les listes les universités américaines, dont AUB, l'American University of Beirut, que nous connaissons très bien, et qui est adossé un des meilleurs hôpitaux du Proche-Orient, où les membres du Hezbollah affiliés à l'Iran sont allés eux-mêmes se faire soigner après l'explosion des pagers, c'est-à-dire des beepers et des talkie-walkies, ce qui leur a été rappelé en leur suppliant de ne surtout pas laisser bombarder les UB, American University of Beirut. Et Ulrich Bouna, on peut se dire que les Iraniens qui ont étonné le monde entier par leur capacité, leur préparation, leur capacité à répliquer, et justement là où personne ne les attendait, c'est-à-dire dans les pays du Golfe, n'hésiteront pas, en tout cas, à brandir ces représailles sur ces ponts. Ah, mais je sais pas qu'ils les brandiront, c'est qu'ils les mettront en place. Enfin, je veux dire, on l'a vu à chaque fois. Enfin, ils cibleront, ils frapperont ces ponts. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est un régime qui est prêt à tout pour survivre. Donc effectivement, si ça passe par détruire les ponts de la région, ils le feront. Et puis ils ont bien aussi conscience que c'est une façon, en quelque sorte, de faire planer cette menace sur les pays du Golfe et indirectement donc sur Donald Trump, qui n'est pas capable de garantir la sécurité des pays de la région. Donc en fait, oui, je pense que les Iraniens auront aucune gêne. Enfin, on l'a dit, c'est un régime criminel. Ils auront aucune gêne à aller frapper les pays de la région. C'est leur quelque sorte, avec le détroit d'Ormuz, c'est leur deuxième carte. Et c'est pour ça que finalement, cette escalade de Donald Trump à dire je vais frapper les centrales électriques, les ponts, etc., en fait, c'est une fuite en avant, mais qui n'a pas de solution. En fait, elle n'amènera pas une solution, juste une escalade dans la guerre. Dis donc, on n'est vraiment pas loin, elle n'est pas loin de se terminer cette guerre-là. On est vraiment en train de parler d'une escalade très concrète. Et juste pour revenir quand même sur ce discours-là, sur les droits de l'homme iraniens. Alors effectivement, c'est un régime complètement éoni, mais il ne faut pas sous-estimer quand même le poids de ce genre de discours dans les pays de ce que l'on appelle très vulgairement le Sud global, où effectivement le deux poids deux mesures constaté par dans le comportement des Occidentaux vis-à-vis du monde, en fait, cette guerre, elle alimente justement ce sentiment dans un certain nombre de pays. Elle illustre ce deux poids, deux mesures. Elle illustre, tout à fait. Oui. Alors, revenons aux acteurs américains dans cette guerre, notamment à Pete Hegseth, qui est un homme à propos duquel je suis en train d'y penser là. J'avais pas prévu de faire là maintenant, mais Quentin, mon chef d'édition, je suis en train de me dire qu'on pourrait montrer. Est-ce une vidéo Lego à propos de Pete Hegseth ? Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va d'abord écouter le vrai Pete Hegseth, c'est-à-dire Pete Hegseth qui, au début de la guerre, tenait le genre de propos que nous allons partager avec vous maintenant et qui montrait qu'il avait vraiment mal jugé la situation. Et ensuite, on en viendra à cette espèce de parodie iranienne. L'armée de l'air iranienne n'existe plus. Construite en 1996, détruite en 2026. La marine iranienne repose au fond du golfe Persique. Inefficace au combat, décimée, détruite, vaincue. Choisissez votre adjectif. Et l'Iran ne pourra rien y faire. Des B-2, des B-52, des B-1, des drones Predator, des chasseurs contrôlant le ciel, choisissant leur cible, la mort et la destruction venue du ciel toute la journée.
Amiral, ces propos quand même tenus très tôt dans la guerre qui énumèrent cette liste de tous ces appareils américains qui sont censés être la preuve absolue de la domination du ciel iranien. Tout a volé en éclats hier, puisque hier ils ont eu et même avant, mais en tout cas hier c'est quand même important ce qui s'est produit. Ces deux appareils américains qui ont été abattus, et je vous rappelle qu'une opération de sauvetage est en cours pour un des deux pilotes à propos duquel nous n'avons toujours pas de nouvelles. Oui, alors d'abord, un tout petit point sur les ponts, c'est pas un crime de guerre que d'attaquer les ponts, parce que les ponts servent, comme pour tous les franchissements, à déployer des chars, à déployer des unités. Donc, dans la pratique du droit de la guerre, détruire des ponts n'est pas un crime de guerre. Une école, un hôpital, une maternité, voilà, une université, ça c'est un crime de guerre. Maintenant, sur ce que vous dites là, ça prouve que les bombardements, avec les moyens B1, B2, B52, n'ont pas eu la pertinence attendue par les autorités américaines, parce qu'ils ont pensé qu'un premier tapis de bombes suffirait à faire taire les Iraniens, c'est tout. Ils n'ont pas eu la pertinence, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais attendez, on n'en est pas là, on en est dans un effet complètement inverse, là. Non. Ils sont vulnérables, ces avions, c'est quand si je puis me permettre, est-ce que je peux me terminer, vous poser la question? C'est-à-dire, on a quand même on a une prétention de la part des Américains d'une domination totale du ciel iranien, avec cela vous êtes d'accord. Hier, avec le fait que 2 avions américains ont été abattus par les défenses antiaériennes iraniennes, on est quand même dans un autre cas de figure qui montre que la domination du ciel n'est pas totale. Moi, je dirais que... Vous êtes plus nuancé. Non, mais je dirais que le général qui commande dans Centcom, il s'appelle France d'ailleurs, ce général. D'accord, le général France, d'accord. Que dit-il? Non, il dit rien, mais s'il dit quelque chose au président, 13 000 sorties, 2 avions abattus. Oui, d'accord. Donc il relativise. Voilà, c'est epsilonesque. Bon, en tant que militaire, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, mais il y a et ce pilote qui est en train d'être recherché. Bien sûr. Dommage collatéral, c'est ça? On est déjà passé à autre chose côté américain? Non, pas du tout. Je vous provoque, hein. Ça, c'est très embêtant. Bon. Très embêtant, et c'est la raison pour laquelle les Américains, pour les tas de raisons qui ont été évoquées ces derniers jours, sont très embêtés par cette affaire. Mais ça ne veut pas dire que l'armée américaine a perdu la bataille de l'air. Elle maîtrise tout. Elle domine le ciel iranien? Bien sûr. Deux pertes pour 13 000 sorties. Enfin, 13 000, je crois, j'ai calculé le nombre de sorties par jour. Je pense qu'on est d'accord autour du plateau. Bon, je rappelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 250 000 avions abattus. Donc il faut relativiser, vous avez raison. Ulrich. Juste pour rajouter, le fait hier de voir quand même des avions C-130 avec des hélicoptères Black Hawk voler à très basse altitude au-dessus du Kouzistan, ça montre quand même le niveau de maîtrise de l'espace aérien iranien. Alors ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas des risques. Il suffit d'un missile sur une épaule pour abattre un avion. Donc la suprématie totale est impossible. En revanche, effectivement, rapporté au ratio du nombre de sorties et à la maîtrise de ce qu'on a pu voir hier, montre quand même qu'effectivement les Américains dominent le ciel iranien. Alors ils ont été engagés néanmoins. Oui, tout à fait. Ils ont été engagés et il y a toujours effectivement le risque du missile antiaérien portatif solaire. Et en plus, le A10 et le F-15 volaient apparemment à très basse, relativement basse. Le A10, c'est son rôle. C'est son rôle et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez la cellule du A10, il est très renforcé contre les attaques par balles, roquettes, etc. En dessous, en titane, il a un renforcement en titane. C'est un avion très renforcé. Oui, mais amiral, le F-15, il volait haut ou il volait bas? Je pense qu'il volait un peu bas. Ah, il volait bas. Mais après, c'est l'affaire des pilotes et du... S'il volait bas, c'était parce qu'il y avait une certitude de la domination totale du ciel. Ça n'existe pas. Non. Alors que cette domination totale n'existe pas. Là, je suis complètement d'accord. Si on veut être tranquille, on vole très très haut. Voilà. Ça ne fait pas grand-chose. Bon. Donc si on veut être efficace... Alors donc finalement, y a-t-il, oui ou non, une domination totale? On en revient à cette question que je posais, qui, pardon, est une bonne question. Une domination, mais pas totale. Quasi totale. Bien sûr, les propos du secrétaire à la guerre sont énormes. Alors, les propos, vous dites qu'ils sont énormes. Oui. Bon, d'accord. Alors maintenant, le secrétaire à la guerre a eu droit à son Lego aussi. Chose promise, chose due. Merci Quentin. Nous allons la regarder, l'écouter, parce que c'est du rap. Hein. C'est du rap. Gallagher, vous allez nous aider à comprendre. Yo, Pete Hexif, this one's specially for you. You
punk ass rapist bitch. Straight from Iran. Your tattoo cover clown with that cafe ink on your arm. Think you a crusader? Nah, just a drunk infidel in the on va s'arrêter là. Je vois le regard effaré de Gallagher qui n'ose même pas traduire effectivement. C'est la réalité de Pete Hegseth, mais dans des termes aussi crus que ce personnage peut et sait l'être, quoi. Bon, vous avez remarqué qu'il y a son biceps gauche avec des Vult, Dieu le veut. Dieu le veut. Croisades, passé avec l'alcool, qui trompe ses femmes, qui fait des enfants dans le dos de ses femmes, qui résout ça par tout y passe. Un accord financier, donc qui dresse le CV personnel et professionnel, notamment le passage par Fox News qu'on a vu là, et puis son arrivée dans l'univers MAGA, et tout cela n'est pas très reluisant, donc il s'en donne à cœur joie. Là, c'est extrêmement vulgaire ce qu'on est en train de voir. Oui. On a baissé le son. Oui, voilà. Mais voilà, encore une fois, je le dis, quoi qu'on en pense, ils étaient préparés dans ce champ-là, y compris, et donc ils sont en train de sortir ces vidéos les unes après les autres. Et comme le disait Ulrich Bouna tout à l'heure à juste titre, il y a des gens qui consomment, qui achètent et qui sont d'accord avec ce qui est raconté dans cette vidéo. Mais oui, alors de la part des Iraniens, dont la plupart des chefs vivent comme des satrapes, ils sont dans la contradiction totale. Exactement, ils sont mal placés pour donner des leçons. Oui, très mal placés pour donner des leçons de morale à la terre entière, quand bien même, comme Gallagher, je ne suis pas un immense fan de Pete Hegseth. Alors Pete Hegseth, pour revenir un instant sur son cas, est dans la paranoïa absolue, parce qu'il a peur d'être remplacé, et il se trouve qu'en pleine guerre, depuis hier, il y a quelque chose qui ressemble presque à une purge dans l'état-major américain, et un général qui s'appelle le général Randy George, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre jusqu'à hier, a été démis de ses fonctions hier par Pete Hegseth, justement, en pleine guerre. Et voici ce qu'il aurait dit à CBS en off, bien évidemment, mais les propos sont très forts à propos de Donald Trump. C'est un fou qui mènera les grandes forces armées des États-Unis à la ruine. Je rappelle que cet homme, l'homme qui tient ces propos, était chef de l'état-major de l'armée de terre jusqu'à hier. Gallagher. 37 années de service absolument irréprochable, impeccable, et effectivement, c'est tout à son honneur. D'abord de s'être probablement opposé à des décisions au sujet desquelles il tire la conclusion qu'on voit s'inscrire à l'écran, mais ça survient aussi derrière des épisodes qui disent tout de Pete Hegseth, qui bloquent l'avancement professionnel de personnes sur la base de leur couleur de peau, ou simplement parce que ce sont des femmes. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Pete Hegseth est en train d'abord de perdre un talent et une expérience folle au sein du Pentagone, ce qui va grandement affaiblir l'armée américaine. Donc les grands gagnants, c'est évidemment les Chinois, les Russes, tous les adversaires, les compétiteurs et les ennemis des États-Unis, et qui est en train, si vous voulez, de créer de la division et d'exiger non pas de la compétence, mais de la loyauté. Et donc on assiste, si vous voulez, à une poutinisation à la fois de la Maison-Blanche, aussi du Pentagone. C'est extrêmement inquiétant. Et c'est inquiétant pour nous, Européens, également. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réjouir de cela ou se délecter de cela. C'est franchement très très inquiétant. Ce général qui a été démis de ses fonctions s'opposait à la stratégie de bombardement massif de Donald Trump, justement, en Iran. Oui, parce que c'est illégal. On a eu une conversation sur les ponts tout à l'heure, si vous voulez. Il se trouve que cibler des ponts, ça peut effectivement, au regard du droit international... On a vu que ça partageait le plateau. Non, c'est pas que ça partage le plateau. De facto, ça partage le plateau. Ça peut être un crime de guerre. C'est le protocole additionnel des conventions de Genève. Si le pont a un usage civil, tout dépend de l'usage. Vous arrivez à démontrer que le belligérant fait un usage militaire, vous avez une exigence, celle de la proportionnalité. En l'occurrence, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ça ne vous a pas échappé, n'est pas une guerre de tranchées avec un front qui nécessite de bloquer l'avancement des chars ou de de l'infanterie, etc. Donc c'est un acte qui est gratuit, cruel et illégal, et vous avez, et honneur à eux, des responsables, mais pas qu'au sein du Pentagone, dans d'autres administrations qui disent « je ne veux plus être associé à cela », soit qu'ils se font virer, parce qu'ils le font savoir à leurs supérieurs, soit qu'ils partent d'eux-mêmes, et encore une fois, je le redis, honneur et gloire à eux.
Sylvie ? Oui, en même temps, est-ce qu'il faut faire ce type de déclaration quand le pays est en guerre ? Voilà, c'est ça. En particulier comme quand un pilote américain est prisonnier. Donc traiter n'est pas encore prisonnier, Sylvie, vous allez un peu loin, là, on ne sait pas encore. Prisonnier, Il est l'objet d'une opération de sauvetage en cours. A disparu. Mais je ne sais pas, parce qu'en principe, quand vous êtes en guerre, il y a un réflexe un peu patriotique. Et même en cas de désaccord, on ne dit pas que le dirigeant est un fou. Je pense qu'il le fait en responsabilité. Il le fait en responsabilité. Gallagher, puis Vincent. La remarque de Madame l'ambassadeur est très intéressante parce qu'en fait, en 2003, l'argument qui était utilisé par l'administration Bush était de dire si vous ne soutenez pas la guerre, alors vous ne soutenez pas les troupes. Et ça, c'est un mensonge et une instrumentalisation éhontée. C'est-à-dire que si vous soutenez les troupes, vous les envoyez pas faire une guerre illégale, immorale, idiote, avec des gens comme Pete Hegseth qui sont à la manœuvre et qui confondent faire la guerre et faire des pompes. Sans parler de tous ces autres attributs qu'on a vus dans la vidéo Lego. Donc non, moi je trouve très honorable de la part de ce général hyper respectable et respecté de dire sa vérité. Il l'a mérité après 37 années de service. Vincent Crouzet, puis non, mais là je rejoins Gallagher, il le fait en pleine responsabilité, il le fait à un moment très important, un moment crucial où effectivement la guerre prend un tournant dramatique. Et s'il ne le fait pas lui, qui le fera ? Et j'espère justement que cette phrase fera date et fera réfléchir tous les responsables militaires américains. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs que ça n'ait pas rué dans les brancards beaucoup plus tôt, en raison de toutes les outrances, de toutes les irresponsabilités de Donald Trump et de sa camarilla. C'est invraisemblable. Amiral. Ce pays n'est plus gouverné. Oui, alors moi je dirais que concernant les généraux américains, j'en ai connu pas mal en mon temps. Là, le chef d'état-major de l'armée de terre, le point déclenchant, paraît-il, c'est la nomination au grade de général de brigade d'un noir et d'une femme. Bon. Il faut se rappeler que Trump, que le général voulait proposer, que le secrétaire à la guerre a refusé. Il faut se rappeler que Trump a démis le chef d'état-major des armées, tout à fait, qui s'appelait Brown et qui était black. Oui. Il a démis la chef d'état-major de la marine américaine. Bon, bref, qu'est-ce que ça veut dire sur l'état des plus hautes sphères de commandement américaines ? Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas... Ils vont obéir, ils sont disciplinés, puis les suivants seront disciplinés. Mais ce qui est, la machine derrière est sans doute au recul, en considérant que le président ne prend pas en compte les observations qu'ils font. Car le dialogue à ce niveau, c'est un dialogue entre le président... Donc ils ne se sentent pas écoutés. Non. Et la deuxième chose, c'est que Trump va être à la recherche des coupables. Et le premier coupable, c'est son secrétaire à la guerre. Dis donc, en pleine guerre, franchement, ça ne va pas arranger les choses. Non, mais d'ici quelques semaines peut-être. Et le secrétaire à la guerre sent bien que dans le réseau, le premier cercle de ceux qui l'ont entraîné à la guerre, il y a son petit chéri qui est le secrétaire à la guerre. Donc lui se sent, sur un siège électable. Donc il est un peu crispé. Voilà. D'accord. Oui, Ulrich. Parce qu'en fait, il faut remettre ça aussi peut-être dans un contexte plus large. On a le Pam Bondi, donc le ministre de la Justice en quelque sorte, on va dire ça comme ça, qui a été viré. Oui. On a Christine Hum, responsable du renseignement, qui a été viré il y a quelques jours. On parle de Kash Patel, le chef du FBI, qui serait sur la sellette. Et donc, il est probable qu'effectivement, au bout d'un moment, quand il faudra tirer les conséquences et les conclusions de cette guerre en Iran, Pete Hegseth sera sur un siège éjectable. Et donc, c'est peut-être aussi une façon pour lui, en dégageant quelques généraux déjà, de refaire allégeance au patron et de montrer qu'en quelque sorte, il n'y a personne d'autre que lui. On parle notamment d'une rivalité avec Driscoll. Mais donc voilà, il y a aussi ça. En fait, je pense que dans toute cette séquence, au-delà de l'aspect effectivement de Pete Hegseth, son management et sa relation, on va dire, à la diversité. Il y a peut-être ça aussi qui cherche un petit peu à protéger ses arrières en prévision du bilan qu'il faudra tirer de la guerre en Iran. Alors, autre voix discordante et pas des moindres à propos de ce qui se passe dans cette guerre américano-israélienne en Iran, celle de Tucker Carlson. Tucker Carlson, cet ancien journaliste de Fox qui maintenant mène son podcast qui est extrêmement écouté. Voici ce qu'il a dit à propos de la fin de l'Empire américain. What's happening in Iran is the end of American empire as we understand it. And that's sad. Boo-hoo. Empire's dying. L'empire est en train de mourir. But it's not the end of the United States. It's not the end of our influence on other nations, hopefully positive influence. It's not the end of our economy. It's the beginning of a very rough time in our economy, of course.
la fin de l'Empire américain. Gallagher, enfin, il faut dire qu'il a toujours été, il fait partie de ceux de la base MAGA qui sont contre cette guerre. Oui, il y en a plusieurs. Il y a lui, il y a Candace Owens, il y a peut-être même aussi le vice-président, J.D. Vance. Qui pense évidemment à son avenir. Je pense que Tucker Carlson aussi pense à son avenir. Oui, bien sûr. Et pour être candidat à la présidence. Ah oui, candidat à la présidence. 17 millions de personnes qui le suivent sur son podcast. Ouais. Son discours est extrêmement écouté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure de l'extrême droite. Et vous avez de plus en plus de gens à gauche qui s'intéressent à lui, à ses propos, parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens qui sont de gauche estiment que le Parti démocrate devrait être en train de dire. Et puis il a cette manière d'interviewer qui manque dans les médias, entre guillemets, dit mainstream, quand il va voir Mike Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis, quand il a Ted Cruz en face de lui, et qu'il les ridiculise, parce qu'il les met devant leur absolue impréparation, leur ignorance, leur hypocrisie et leur contradiction. Après, bon, il a un discours qui est ultra clivant, et sur certains sujets, franchement, Tucker Carlson, c'est un fou furieux. C'est un personnage qui est assez dangereux. Mais ça participe de sa dangerosité, cette manière très charismatique qu'il a de présenter les sujets et de faire un travail que d'autres devraient faire. Puisqu'il est le seul à le faire, il a un public de plus en plus grand et il a l'oreille de Donald Trump. Alors, il n'a pas eu le dernier mot sur cette histoire, parce que vous l'avez dit, lui, il est contre les interventions américaines à l'extérieur. C'est Lindsey Graham et Benjamin Netanyahu qui ont eu l'oreille de Donald Trump. Mais attention, il y a un match retour, et je peux vous dire que des personnages comme Tucker Carlson sont en train de le jouer, et c'est pour ça que Pete Hegseth, il a peur. Rappelez-vous, et j'en termine par là, juste cette petite phrase qu'a prononcée Donald Trump, l'air de rien, il n'y a pas très longtemps. Il s'est tourné vers Pete Hegseth, il a dit « Pete, c'est bien toi qui la voulais, cette guerre, non ?» Manière de dire, maintenant tu assumes. Oui. Parce que ça, c'est Donald Trump. Donald Trump n'a aucun courage et c'est certainement pas quelqu'un qui va assumer les échecs. Donc, dans un premier temps, c'est les militaires qui vont être blâmés, qui ne se laisseront pas faire. Donc, il y aura Pete Hegseth. Il a dit sur Vance aussi.